Donc la table ronde est animée par Cécile Détang-Descendre, qui est l'adjointe à la direction scientifique de l'agriculture à l'INRAE. Ensuite, nous avons Monsieur Philippe Bollot, qui est député de Maine-et-Loire, Benoît Grimont-Pré, qui est universitaire à l'université de Poitiers, spécialiste du droit, Jérôme Joubert, qui est le directeur d'un lycée agricole du côté de Nancy, Monsieur François Lanavert, pardonnez-moi, qui est chez AXA Climate, et Louis-Georges Solaire, qui travaille à l'INRA, qui est un économiste. Cécile, à toi de manager. Bonjour à tous. Alors, on va rentrer dans le dur, là, et on va demander un petit peu à un certain nombre de parties prenantes, enfin de gens qui réfléchissent, comment est-ce que on organise cette rupture. Alors, on va rentrer d'entrée de jeu, puisque Véronique a fait les présentations, par le juriste de service, parce qu'en fait, la question redoutable de la définition de l'agriculture, et comment est-ce que agriculture et bien commun, c'était quelque chose qui a été abordé tout au long de la matinée et d'aujourd'hui, juste avant. Comment le juriste considère cette question de comment est-ce que finalement le droit doit s'emparer de cette question de la définition de l'agriculture au service de la rupture. Merci d'avoir évoqué le droit déjà dans ce travail. Hein, voilà, question difficile, de m'avoir invité pour le commenter. Alors déjà, la perspective, si j'ai bien compris, c'était d'imaginer des scénarios de rupture. Voilà. Et donc, vous avez envisagé le droit comme levier de cette rupture. Alors, il me semble, au premier abord, que le scénario juridique, en tout cas, qui est imaginé ici, ne s'inscrit pas pour l'instant dans une rupture. On reste sur des politiques publiques assez traditionnelles, de redéfinition de grands principes, etc., de mobilisation du droit international, on va y revenir, mais je ne suis pas sûr qu'on soit dans une rupture conceptuelle. Je doute que des propositions très générales comme celle-ci, définition de l'agriculture, bien commun, voilà, devoir des États, voilà, qu'on pourrait faire sanctionner en justice, je ne suis pas sûr que demain ça permette des changements systémiques du monde agricole et de la consommation alimentaire. Si j'en viens à votre question sur la définition de l'agriculture, ce qui a été évoqué, c'est une réécriture de l'article L311-1 du Code rural qui contient la définition des activités agricoles, déjà au pluriel. Alors, il y a de joindre un élément qualitatif, comme quoi l'agriculture devrait préserver un certain nombre de biens communs. On ne peut que souscrire à cette proposition. Toutefois, je dois préciser que quand on dit les activités agricoles correspondent à l'exploitation d'un cycle biologique animal ou végétal, exploitation ne doit pas être pris au sens péjoratif d'épuisement d'un capital. Ce n'est pas ce que signifie ici le Code rural. Il nous dit tout simplement qu'exploitation, c'est avoir une activité économique. C'est retirer des revenus d'une production liée au vivant. Donc, c'est pas exploitation des ressources naturelles, c'est pas ce qui est écrit dans la loi, c'est exploitation du cycle. Donc, même l'agriculture la plus paysanne ou la plus agroécologique qui soit, fera de l'exploitation du cycle biologique. Donc, ça n'empêche pas d'ajouter que ça améliore, ça préserve les biens communs. Mais l'exploitation n'est pas, voilà, n'est pas le sens commun qu'on lui attribue d'habitude. Ensuite, il faut bien voir que ce texte, il est là pour définir le périmètre de l'agriculture, pour nous dire ce qui est agricole et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui serait commercial, ce qui serait industriel. Du coup, si on sort certaines activités agricoles parce que elles dégradent les écosystèmes, qu'est-ce qu'elles sont ? Qu'est-ce qu'elles sont ? Est-ce qu'on bascule dans l'industrie ? Est-ce qu'on bascule dans le commercial ? Et à quelles règles, du coup, on les soumet ? Et ça, c'est un problème parce qu'on va avoir du mal à les ramener dans le giron, véritablement, du régime agricole. J'attire aussi l'attention sur le fait qu'on va avoir une définition nationale, mais que la politique agricole commune dont on vient de parler, elle aura sa propre définition. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir des activités qui ne sont pas agricoles au sens du droit français, mais qui touchent les aides agricoles européennes. Donc il faudrait combler cette distorsion de vue.
Mais est-ce que ça nous aiderait dans la rupture, ce changement de définition, ou est-ce que... Alors, je pense que c'est pas inutile, mais je précise quand même qu'on a un autre texte du Code rural qui s'appelle l'article L1, où il y a un certain nombre de finalités de l'agriculture qui sont énoncées. Et là, on trouve pêle-mêle toutes les finalités imaginables, dont la préservation des écosystèmes. Donc, c'est déjà écrit à un autre endroit dans le Code rural, et il y a de multiples textes qui font référence aussi à, voilà, à ces bienfaits pour le commun de la production agricole. Pour l'instant, on n'a pas vu d'effet tangible de ce genre de déclaration. Donc c'est pour ça que j'alerte un petit peu, voilà, sur les limites de ce raisonnement. À la limite, ce qui pourrait être fait dans ce fameux article L1 et qui est plus opérationnel, parce qu'il nous dit les objectifs vers lesquels on doit tendre, c'est plutôt de simplifier cet article où on a accumulé tous les objectifs, peut-être se recentrer autour d'objectifs prioritaires et d'arriver à les hiérarchiser les objectifs. Mais ça, c'est une question politique. Et quand on politise à l'extrême le débat, on voit ce que ça donne, on s'enlise dans des débats qui sont extrêmement clivants, on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et on n'avance pas sur le fond véritablement des dossiers. Donc voilà, et là mon petit bémol. Merci beaucoup. On reviendra sur justement qu'est-ce que finalement on pourrait faire dans notre deuxième tour de table. Alors Louis-Georges. Louis-Georges, donc c'est notre économiste de service. Et au-delà du droit, il y a le marché. Hein, et la question que j'ai adressée à Louis-Georges, c'est en fait le changement climatique. Visiblement, on a beaucoup discuté assiette, donc changement climatique et mon assiette et le changement climatique. Comment donc l'économiste adresse cette question et comment embarquer des transformations et qui permettraient justement cette rupture? Merci Cécile pour ta question. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà au cours de la journée quand même. Ce que je comprends dans ta question, c'est au fond du climat vers l'assiette, au fond est-ce que le climat va affecter les facteurs d'offres qui eux-mêmes pourraient potentiellement jouer sur les choix alimentaires et in fine sur l'assiette, et à l'inverse, est-ce que les dynamiques alimentaires du côté de l'assiette et des choix alimentaires peuvent à l'inverse avoir des effets positifs ou négatifs sur le climat? Si je prends la première partie de la question, Bernard Valuet l'a rappelé tout à l'heure, au fond, quand on prend du recul sur les quelques décennies écoulées, nos comportements alimentaires ont beaucoup bougé, beaucoup. Donc ça veut dire qu'ils sont flexibles de cette manière. Et quand on regarde les facteurs qui ont tiré ces évolutions de comportement alimentaire, c'est quoi? C'est la montée des revenus, c'est la montée des niveaux d'éducation, c'est l'urbanisation, c'est l'insertion des femmes sur le marché du travail. C'est donc tous ces éléments-là qui ont été des éléments déterminants des transformations alimentaires. Mais qui sont des mouvements. On peut supposer malgré tout que du coup, on ne sait pas s'ils vont dans le même sens, mais que ces éléments-là vont aussi être des éléments déterminants des ajustements à venir. Parmi les facteurs qui ont beaucoup joué, il y a aussi les facteurs d'offres. Et évidemment, vous savez que fondamentalement, la question des gains de productivité qui ont été réalisés dans les filières agroalimentaires et en partie au niveau agricole ont joué un rôle considérable dans la baisse des prix de l'alimentation et, in fine, dans la réduction des dépenses alimentaires des consommateurs. Et du coup, la question qui se pose, c'est, au fond, est-ce que le changement climatique peut renverser cette dynamique-là en modifiant les paramètres d'offre? Alors, il y a un premier point qui est, au fond, en lui-même, le changement climatique peut-il générer, à travers des chutes de production, à travers des chocs, des effets? On a des papiers qui commencent à montrer effectivement que les chocs d'offres contribuent à une augmentation des prix alimentaires. Et donc, du coup, on peut penser que le changement climatique, déjà en lui-même, peut avoir un effet d'augmentation des prix alimentaires. Les réponses qu'on va donner au changement climatique, à travers les investissements réalisés, à travers l'adaptation des entreprises, des exploitations, à travers l'augmentation des coûts de production, peuvent être aussi des éléments qui vont affecter les prix agricoles et, de cette manière, les prix alimentaires. Donc on peut avoir une augmentation liée aux facteurs d'offre des prix moyens. La question qui se pose derrière, c'est est-ce que ça peut jouer de manière différenciée sur les catégories de produits? Autrement dit, est-ce que ça peut jouer sur ce qu'on appelle les prix relatifs? Au fond, les prix de certaines catégories de produits par rapport à d'autres. Si je refais une minute
l'historique des évolutions passées, au fond, on voit bien que les gains de productivité ont été très différenciés selon les secteurs. Et les gains de productivité ont en fait été beaucoup plus forts dans des secteurs plus industrialisés, dans lesquels il y avait plus de transformation, plus d'économie d'échelle. Et de cette manière, on contribuait aussi à une évolution des régimes alimentaires avec une part beaucoup plus importante des produits transformés, voire des produits ultra transformés. Et donc, les prix relatifs jouent aussi sur la composition de l'assiette. Est-ce que le changement climatique et les réponses qu'on va y donner peuvent jouer de manière différenciée sur les catégories de produits et du coup modifier les prix relatifs des produits de manière à infléchir l'assiette? On peut faire l'hypothèse que oui. Et on peut faire l'hypothèse que oui en prenant l'exemple de la question énergétique. Si au fond, transition climatique se traduit avec la transition énergétique par une augmentation du prix de l'énergie, augmentation du prix de l'énergie va avoir des effets différenciés selon les catégories de produits. Des effets différenciés, justement, sur les produits impactés plus, les produits qui consomment plus d'énergie. Et là, en l'occurrence, c'est quoi? Ça va être plutôt plus les produits animaux que les produits végétaux, plus les produits très transformés que les produits bruts. Et d'une certaine manière, si cette hypothèse-là se confirmait, on aurait quelque chose qui pourrait moduler la tendance passée. Dernier point là-dessus, au fond, l'augmentation des prix en tant que telle, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Alors, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Je parle du côté de l'offre, évidemment, puisque de cette manière, c'est la condition pour rémunérer les efforts et les engagements du côté de l'offre. Mais c'est aussi, on vient d'en parler, une des conditions de la réduction du gaspillage. Au fond, quand vous augmentez les prix, vous réduisez le gaspillage. Et réduction du gaspillage, c'est aussi réduction de l'impact climatique. Donc il y a des éléments de ce type-là qui, évidemment, peuvent être plutôt favorables, mais avec la contrepartie, on y reviendra peut-être dans la discussion après, sur, au fond, les questions des inégalités et la question de l'accessibilité de l'alimentation pour l'ensemble des consommateurs. Mais je crois qu'on y revient un peu après. Merci Louis-Georges. Donc on a vu il y a un changement nécessaire sur les marchés, mais il y a aussi des changements nécessaires dans les pratiques. Alors Monsieur Joubert, qui est, comme Véronique vous l'a expliqué, responsable d'une exploitation agricole dans un lycée agricole, et donc tous les jours à des jeunes à qui il va expliquer comment il faut qu'ils transforment ou dans quelle voie. Alors, la question qu'on s'est posée en discutant tous les deux, c'est mais comment finalement ces changements sur lesquels on est tous d'accord de dire il faut, comment est-ce que l'enseignement agricole s'en empare? Et alors vous, comment vous voyez votre changement de métier? Enfin, comment vous appréhendez ces transformations nécessaires avec, alors on dit les apprenants, enfin bon, vos étudiants? Tout d'abord, je suis très content qu'on ait été au cœur de toutes les présentations. On a parlé d'enseignement et de repenser l'enseignement. Nous, ça fait quand même un petit peu longtemps qu'on réfléchit à la question. Les premiers, c'était l'éducation, le développement durable. Alors peut-être quelques fanatiques qui ont commencé à tenter des choses. Et puis le gros coup de pouce, c'était 2015. C'est le plan agroécologique pour la France, enseigner à produire autrement. Et comme nous, on est fou, on faisait enseigner autrement à produire autrement. Et là, on avait une phase d'enthousiasme parce qu'on sentait que tout le monde allait dans le même sens. On avait la profession qui parlait le même discours que nous. En plus, j'étais à l'époque en Haute-Marne sur des milieux intermédiaires où la profession se posait aussi beaucoup de questions sur comment faire autrement. Les premiers GI2E, et c'était assez facile parce que on avait écho entre ce qu'on disait dans les salles de cours, ce qu'on voyait sur la ferme de l'établissement et ce que les jeunes voyaient chez leur maître de stage dans la profession. Et puis ça a duré jusqu'au Covid. Et puis post-Covid, ça a été un petit peu ça a changé. L'Ukraine est arrivée, les démons du passé aussi. 2015, nourrir le monde. Enfin, je me souviens que ça soit dans nos préoccupations. Et puis on a commencé à avoir une dissonance entre les attentes des agriculteurs qui cherchaient peut-être à augmenter la productivité et ce que nous on essayait de faire sur les fermes. L'autonomie et l'économie. Voilà, un petit peu plus un discours qui devenait dissonant. Alors en soi ça nourrit des questions, c'est pas un problème, mais ça complexifie un petit peu la tâche. Alors pour ceux qui nous connaissent pas, alors sur nos établissements publics, on a des fermes.
qui fonctionnent comme des fermes privées. À la rigueur, moi, je suis le seul fonctionnaire de la bande, mais on a des salariés, on travaille qu'avec des salariés qui sont rémunérés par la production, l'investissement, le fonctionnement, c'est payé avec les fruits de l'activité. Et donc, on a eu depuis longtemps une question de résilience. Si vous voulez rémunérer les salariés tous les ans, le travail n'est pas une variable d'ajustement. Donc, il faut de la résilience si vous voulez avoir quelque chose qui est crédible sur le plan professionnel. Et donc, depuis 2006, ça commence à dater, on va bientôt fêter les 20 ans, on s'est embarqué vers un système qui tente à être plus agroécologique. Alors, dans la réalité, on fait du lait de vache et puis de la viande de mouton. On est passé sur un système tout herbe, parce que l'herbe, c'est pertinent chez nous, en essayant d'adapter la production au potentiel du territoire et au contexte local. On a la chance, c'est qu'on peut tester des choses qui sont des fois un peu atypiques dans le paysage local. Voilà, c'est pas le type de production qu'on trouve autour de Nancy habituellement, même si on a d'autres collègues qui sont sur la même voie. On peut tester des choses et on peut aussi faire poser des questions aux élèves. Voilà. La réponse que nous on a trouvée, à la rigueur, c'est la nôtre. Voilà, c'est peu d'importance. Par contre, toutes les questions qui sont derrière sont intéressantes. Comment je rémunère le travail? Comment je fais pour bien que ça se passe avec mes voisins? On en reparlera aussi un peu plus tard. Là où il faut être humble, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez le niveau de formation qui permet l'installation aujourd'hui. C'est le niveau bac, qui permet d'être chef d'entreprise agricole. Un mec qui va gérer un capital de 500 000 € avec potentiellement des salariés, 10 réglementations différentes. Bon, c'est pas habituellement le type de formation qu'on met voilà, pour gérer ce type de structure. Donc il faut être assez humble aussi sur l'approche, sachant que derrière, quand on commence à aborder ces questions-là, moi, enseigner à un élève comment on fait 10 ml de lait avec une vache, c'est simple. Hein. On a une bonne recette, ça marche, on sait faire. Enfin, il n'y a pas de question. Si on commence à rajouter des variables, c'est-à-dire comment avec ça on gagne notre vie, comment on fait attention à nos voisins, comment on fait attention à l'environnement, au climat, et puis on fait la liste, là, on commence à apporter de la complexité. Le savoir a toujours de l'importance parce que si on n'est pas conscient de ce qu'on sait, pourquoi on le sait, ça devient une croyance. Et les croyances, chacun a les siennes. Et après, on fait du débat idéologique. Voilà, on donne des avis sans savoir pourquoi on a cet avis-là, et on fait du fanatisme et on devient des prophètes. Et on veut surtout pas être là-dessus. Non, mais enfin, j'y suis passé aussi, donc je sais que quand on se rend pas compte du chemin que nous on a parcouru pour arriver là où on est. Et des fois, on va aller trop vite et on devient prophète. Et on a oublié qu'il y a des étapes nécessaires par lesquelles il faut passer pour que les jeunes aussi ils puissent se construire à partir de ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc le défi est grand pour nous. Alors depuis 2015, on a un petit peu d'ancienneté. Alors même si aujourd'hui ça ralentit un peu sur l'appui politique et le portage, les équipes sont encore là, la démarche installée. Chez nous, les référentiels sont réformés tous les 5 ans. C'est-à-dire que ce que moi j'ai fait en tant que hurluberlu il y a 10 ans en essayant des trucs, ça devient la norme aujourd'hui du nouveau référentiel. Donc on a avancé, voilà, je sais même plus, les contenus. Aujourd'hui, un bac pro, on va enseigner les ressources communes, l'eau, etc. Comment on travaille sur ces questions-là. Ça n'existait pas il y a 5 ans. Donc les référentiels avancent. Après, il faut aussi le temps aux équipes d'avancer sur ces questions-là. C'est plus la même pédagogie. Entre enseigner, délivrer le savoir et construire un savoir complexe avec de l'incertitude, c'est un autre métier. Ça prend du temps, c'est beaucoup plus déstabilisant et beaucoup plus dur. On parlait tout à l'heure là qu'il fallait à un moment des déclencheurs là pour changer. Donner un cours, c'est facile. Hein. On arrive, je sais, toi tu sais rien, et puis on va dire des choses. Si par contre on se met en difficulté parce qu'on met le jeune dans une situation d'apprentissage où potentiellement il sait plus de choses que moi parce que lui, il connaît le terrain parce que son père est paysan ou il a fait un stage et qu'il connaît, c'est notre posture. Et voilà, c'est un métier qui évolue aussi, que ça prend du temps, mais les choses avancent. Voilà. On reviendra après justement sur les grands freins que vous rencontrez plus précisément. Alors, on voit que oui. En fait, vous vous êtes mis pile poil dans le bon sens. Donc,
Monsieur Joubert nous a parlé, nous a mis le mot, tout à l'heure vous avez parlé des mots-clés, complexité. Donc Monsieur Lanavert qui est à AXA Climate, comment on se pose la question de comment cette complexité repose la question de la gestion des risques. Comment est-ce que chez vous, vous reposez la question de la gestion des risques en agriculture pour accompagner cette rupture? Eh ben, d'abord, merci de l'invitation et pour la question qui porte sur la gestion des risques, parce que moi, j'ai travaillé 17 ans dans la gestion de risque avant de rejoindre AXA. Et ce qui m'a plu chez AXA, c'est qu'en 2015, sans se poser spécifiquement la question de l'agriculture, le PDG d'AXA à l'époque, Henri de Castres, déclarait que un monde à plus 4 degrés, c'était un monde qui n'était pas assurable. Or là, précisément, on est dans plus 4 degrés, dystopie, oui, non. Alors, le monde à plus 4 degrés, c'est pas la France à plus 4 degrés, on est d'accord, mais néanmoins, se pose dans une compagnie d'assurance la question de la gestion de ces risques. Comment est-ce que ça évolue dans un monde qui se réchauffe? Donc, il balance ça à la COP, et puis chez AXA, ils se disent bon, est-ce que c'est vrai? Il faut mettre un petit peu il faut passer du statut de prophète au statut d'objectiver la chose. Et on va passer par la science. Donc, on a créé une équipe de scientifiques avec des climatologues. On a travaillé des modèles pour vraiment modéliser tout ce qui se passait au niveau de la compagnie d'assurance AXA. Pas seulement sur le périmètre agricole, hein, mais sur tous les périmètres. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est pas assurable, en fait. On perd trop d'argent. On perd beaucoup, beaucoup trop d'argent. Et donc, à partir du moment où on perd trop d'argent, ben, on arrête de souscrire les risques. On va plutôt. Et si on fait le parallèle avec une gestion de risque dans le domaine agricole, il faut aussi se projeter. Alors, l'exercice n'a pas encore été fait, mais sur la France, l'exercice a été fait sur le régime catastrophe naturelle et donc notre système assurantiel. Il faut prévoir un doublement des primes, puisqu'il va faire face à un doublement des sinistres à horizon 2050. Ce qui veut dire que c'est quasiment insupportable par la plupart des acteurs économiques. Et donc, on réforme le régime catastrophe naturelle, qui est déjà complètement à flot. Alors, si vous ne me croyez pas sur parole, si je pense que vous allez me croire sur parole, mais vous verrez au 1er janvier de votre cotisation d'assurance multirisque habitation, elle va augmenter. Elle va augmenter. Pourquoi est-ce qu'elle va augmenter? Puisqu'on a voté en décembre de l'année dernière, on a voté une augmentation de la quote-part qui permet de financer le régime catastrophe naturelle. Elle passe de 12% à 20%. Donc ça va mathématiquement augmenter le prix de votre contrat d'assurance, juste pour remettre le système à flot. Et le système de l'assurance agricole, il a été remis un peu à flot aussi il y a 2 ans, pour aussi faire face à des déséquilibres. Alors moi j'en parle d'autant plus librement que AXA c'est pas un assureur du monde agricole, mais nous AXA Climate, on fait des expérimentations, on en reparlera un peu plus tard, sur comment apporter de l'assurance dans la transition. Mais si en dehors de la transition, on est dans le système multirisque climatique, il y a eu une réforme. En 2022, il y avait 31,7% des agriculteurs qui avaient souscrit une multirisque récolte dans les grandes cultures. C'est passé à 35%. On n'est pas dans un effet waouh où c'est génial. La réforme a permis à beaucoup plus d'agriculteurs d'être assurés. Et la preuve, c'est que cette année, je pense que les contrats vont être déclenchés, et il n'y a que 35%. Il y a que 35% des agriculteurs qui sont assurés. Et dans la vigne, c'est 37%. Donc ça allait être ma question. Il y a des secteurs, et non, oui, même. Oui, en multirisque habitation, on est tous assurés. Quand vous êtes assureur et que vous savez qu'il n'y a que 35% des agriculteurs, grandes cultures, qui sont assurés, ou 37% en viticulture, forcément, c'est un peu plus cher. Parce que c'est forcément des gens qui ont un peu plus d'appétence à ça. Et la plupart du temps, moi, les agriculteurs ou les viticulteurs que j'ai pu rencontrer, quand on leur parle d'assurance rendement, ils font un petit calcul sur leur table et ils disent « c'est pas rentable ». Oui, c'est pas rentable. Heureusement que c'est pas rentable. Faites un calcul sur un coin de table, acheter une assurance automobile, est-ce que c'est rentable? La réponse c'est non, c'est pas rentable. Acheter une assurance multirisque récolte, ça ne doit pas être rentable non plus. C'est un outil de financement du risque résiduel pour un agriculteur. Il pourra jamais reconstituer 4 ans ou 5 ans de prime. Il pourra jamais se dire, avec une récolte perdue tous les 5 ans, j'ai reconstitué ma prime d'assurance. Merci beaucoup. Donc, on reviendra sur les expérimentations d'AXA. Alors, Monsieur Bolo, il est député du Maine-et-Loire.
Et alors, quand même, dans l'ensemble des intervenants, le nom du rôle du politique est quand même revenu régulièrement. Et donc, on a discuté tous les deux de la possibilité ou non d'un consensus pour une action publique. Alors, vous, députés, comment vous voyez ça? Comment vous voyez l'action? Alors, en l'espèce, pour vous, c'est à l'Assemblée. Et comment on arrive à mettre en œuvre un consensus autour d'une action publique pour cette rupture et cet accompagnement de l'agriculture? Merci pour cette question, si vous me permettez. Alors, si je suis pas assis comme les autres, c'est simplement parce que j'ai un fléau qui m'est tombé dessus, le dos complètement bloqué, et donc si je m'assois, ça va être assez compliqué. Première chose, donc n'y voyez rien d'autre. Alors, je peux paraître un peu rigide, mais je ne suis moins que ça en temps normal. Et deuxième chose, je peux pas m'en empêcher, c'est mon combat au quotidien. Nous sommes dans un ERP, un établissement recevant du public, et dans le cadre de la loi AGEC, nous avions voté une disposition. Alors c'est pas contre vous, hein, n'y voyez personne, n'y voyez une attaque personnelle, mais les bouteilles plastiques mises à la disposition ne devraient pas être là. Et ce qui est particulièrement remarquable, et on pourrait s'amuser à y réfléchir, c'est que vous voyez, elles sont coiffées d'un verre qui est nature et création, 100% compostable, etc. Et qui est normalement, lui, est là pour lutter contre la pollution plastique. Voilà, et il vient accompagner une bouteille, alors que, en plus, quand on travaille dans la relance de l'agronomie, agronomie égale agriculture, et souvent on accuse les agriculteurs de dégrader la qualité de l'eau, permettant aux metteurs en bouteille de justifier leur métier, et donc là, on accrédite un peu la thèse comme quoi l'agronomie et l'agriculture viendraient polluer l'eau. Voilà, donc c'est juste une petite parenthèse. Alors, ensuite, pour revenir à votre question, donc effectivement, à un moment donné, on a un rôle à jouer, un rôle assez essentiel à jouer pour trouver des solutions, et il peut apparaître, si on regarde des descriptions de ce que peut être l'Assemblée nationale, et surtout dans le contexte actuel, il peut apparaître un certain nombre de questionnements en se disant, mais comment vont-ils réussir à se mettre d'accord, puisqu'ils ne sont jamais d'accord? Et en fait, ça, c'est un peu, il faut lutter contre ce message-là, et je vais tenter de vous en apporter la preuve. Alors, ce que je vais vous dire, évidemment, la vision d'un député. Nous sommes 577. Alors, peut-être que parmi les 577, d'autres pensent comme moi, d'autres pensent certainement différemment de moi, et c'est le fruit d'une expérience qui se limite pas à celle de député, puisqu'avant, j'avais travaillé, notamment avec l'ADEME, et j'ai retrouvé dans les propos de Jérôme Mousset quelque chose de très important tout à l'heure. Quand on arrive à trouver une vision partagée, un objectif commun vers lequel on va tendre, après il peut y avoir différents chemins pour l'atteindre, mais on sait au moins le point de rencontre où on doit tous se rejoindre. Et ça, c'est important, et c'est ça qui doit être notre travail. Alors, il est d'autant plus facile à faire lorsque vous êtes sur des données factuelles, par exemple le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Tout ça est parfaitement renseigné par un certain nombre de scientifiques, de chercheurs, du GIEC, etc. Et donc, on est à peu près tous d'accord, à part quelques climato-sceptiques qui résistent encore. On est tous d'accord sur ces données factuelles pour dire qu'il faut des solutions. Malgré tout, vous voyez qu'après, ça devient compliqué. Alors pour autant, est-ce qu'on peut se dire qu'on ne pourra jamais travailler ensemble au niveau du Parlement pour voter des lois qui iraient dans le bon sens? Je ne pense pas. Et mon expérience personnelle va me permettre de vous le démontrer avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. J'ai la chance de faire partie de cet office. Alors ça a quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que ça mélange 18 sénateurs et 18 députés. C'est la seule instance qui existe et qui, de manière permanente, réunit les deux chambres, Sénat et Assemblée nationale. Et nous travaillons sur des sujets divers et variés, qui sont des sujets en gros de sciences et de technologie du quotidien, des sujets du quotidien, pour éclairer nos collègues sur les grands enjeux. Et on le fait avec les scientifiques, c'est-à-dire qu'en fait, le gros de notre métier, c'est d'aller interroger les scientifiques sur ces sujets-là pour faire des synthèses qu'on donne à notre collègue pour qu'ils comprennent les choses. Et quand vous travaillez à l'OPEXT, eh bien, figurez-vous, vous travaillez, c'est mon cas, avec des sénateurs communistes, avec des sénateurs et des députés, les républicains, avec des collègues socialistes, etc. Et chose très surprenante, c'est qu'à partir du moment où on travaille sur les faits scientifiques et technologiques, eh bien, à la fin, on est d'accord. Parce qu'il n'est plus question de partis politiques, de couleurs, etc. Donc ça veut dire que les choses sont bien possibles et que finalement, il y a aussi un élément de méthode qui va rentrer en ligne de compte et que je suis prêt à vous développer quand vous voulez. Oui, mais quand même, une fois qu'on est d'accord, comment on fait, comment on vote? Enfin, vous voyez, parce que c'est bien, on va arriver, l'OPEXT, on va arriver d'accord, mais ensuite... Bon, alors après, c'est justement... donc, ceci étant dit, ça veut dire que c'est possible. Il y a des éléments factuels qui démontrent que, quel que soit le sujet, des parlementaires de différents bords ont réussi à travailler ensemble et à trouver des solutions.
Après, il y a un autre élément qui est absolument indispensable, c'est la méthode de travail. Et quand je dis la méthode de travail, alors moi, vous savez, maintenant, j'ai passé l'âge de dire des choses qui plaisent et qui vont dans le sens de ce que peuvent penser les partis, notamment le mien. Donc, je dis ce que j'ai envie de dire. Donc, tout ça, c'est très bien. Donc, parmi les éléments de méthode, c'est qu'on légifère trop, quoi. C'est-à-dire que regardez ce qui se passe, il y a un problème, le lendemain, le ministre est invité sur BFM ou sur CNews et vous explique qu'il va y avoir un texte de loi. Et effectivement, dans les 15 jours qui suivent, il y a un texte de loi qui arrive au Parlement et qu'il faut, en 15 jours, analyser. Eh bien, tout ça, ça relève d'une espèce de chose qui est totalement impossible. C'est-à-dire que vous pouvez le dire, il y en a qui diraient l'inverse, hein, évidemment. Et moi, je vous le dis tel que je le pense, il est absolument impossible en 15 jours de résoudre un problème et puis après de demander à des parlementaires de s'assurer qu'il est bien conforme à la diversité de tous les territoires qu'ils représentent. Ça marche, mais si vous prenez du temps long, et le temps long, c'est à minima 6 mois, quoi. Donc ça veut dire que toutes ces choses-là ne fonctionnent pas. Donc il faut légiférer moins, et vous allez vous dire à ce moment-là, parce que c'est aussi des choses qu'on entend, mais alors que sont payés à rien faire, ces gens-là, quoi. Non, pas du tout. On oublie juste une petite chose qui a son importance, c'est qu'on a deux fonctions. On a une fonction législative, voter des lois, et on a une fonction de contrôle. Ce qu'on appelle le contrôle de l'action du gouvernement, mais c'est en fait ce que moi j'appelle le SAV, mais pas le service après-vente, le service après-vote. Et donc là, on a la possibilité de regarder les lois qui ont été votées, est-ce qu'elles s'appliquent. Regardez, la loi AGEC ne s'applique pas parce qu'on trouve des bouteilles plastiques ici, donc vous voyez qu'il faut aussi être sur le terrain pour se rendre compte qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, et puis aussi de préparer les futures lois qui vont arriver, quoi. Et ça a une vertu, cette chose-là, c'est que ça vous permet d'être au plus près du terrain. Et au plus près du terrain, c'est d'être près de ceux qui connaissent, les scientifiques, les chercheurs, etc., de ceux qui seront concernés par la loi, qui peuvent être des associations, qui peuvent être des élus locaux, qui peuvent être des entreprises, etc. Et en s'imprégnant de cette chose, de leurs avis, de leur vision des choses, eh bien là, vous voyez, vous pouvez regarder le sujet complètement différemment. Donc il faut absolument qu'on travaille différemment, qu'on aille sur le terrain, et en plus, et là je reviendrai sur le premier élément que je vous ai dit, parmi les outils, on a une boîte à outils avec tous les éléments de contrôle qui sont les nôtres, avec les fameuses questions au gouvernement. Alors moi, je n'ai toujours pas compris, au bout de 7 ans, en quoi c'est un élément de contrôle, c'est plutôt un élément de communication, mais bon, certains y voient un élément de contrôle, je ne crois pas. Mais par contre, on a quelque chose dans la boîte à outils qui est bien beaucoup plus précieux, qui est la mission d'information. La mission d'information, c'est quoi? C'est deux parlementaires, un de la majorité, un de l'opposition. Vous allez me dire, aujourd'hui, on ne sait plus où est la majorité et l'opposition. Mais en tout cas, on mélange, dans tous les cas, deux qui n'ont rien à voir ensemble, qui seraient plutôt de nature à apporter des idées différentes. Et puis on leur dit, ben voilà, il y a un sujet. Je vous donne un exemple concret. J'ai eu à mener une mission de cette nature-là l'année dernière sur l'évaluation de la politique qui avait été menée pour lutter contre la grippe aviaire. Et j'étais avec un collègue Europe Écologie Les Verts. Eh bien, écoutez, à la fin, là encore une fois, de manière tout à fait symétrique à ce que je vous ai dit tout à l'heure, après avoir rencontré des agriculteurs, des élus locaux, des professionnels de l'élevage de la volaille, etc., nous étions d'accord sur les 49 propositions que nous avons remis. Donc, vous voyez, les choses sont possibles. Et là, elles étaient encore plus fortes parce qu'elles étaient, c'était l'empreinte de ce que nous avait dit le terrain. Merci beaucoup. Alors, on va revenir vers le juriste parce que alors les mesures juridiques, vous aviez particulièrement envie de partager comment pouvoir faire autrement du droit au service de la transition. L'intervention de Monsieur le député me permet justement de faire une transition écologique, parce que je confirme que des députés des politiques de bords différents peuvent tomber d'accord sur des textes. En revanche, dans la mise en œuvre ensuite et dans le contenu des textes, on est loin d'atteindre toujours les objectifs visés. On a évoqué ce matin le projet de loi d'orientation agricole, qui va être repris, a annoncé le Premier ministre, dans lequel il n'y a strictement rien du tout. Mais rien du tout. Donc on va reprendre un quasi-néant. Voilà. Sachant qu'on parle d'orientation agricole, mais à aucun moment il n'est question de foncier, à aucun moment il n'est question d'eau, de changement climatique, de pesticides, de revenus, d'assurance, enfin bref, aucun des sujets agricoles quasiment n'est abordé. Le renouvellement des générations et l'enseignement, qui est un point quand même important. Voilà, ce sont les deux points essentiels. Aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est qu'on a des politiques publiques, qu'on répète un peu comme un mantra, tout doit venir des politiques publiques, mais ces politiques publiques, elles sont largement déficientes. On a à la fois une inflation normative considérable, donc on a des normes
qui s'empilent voilà, à l'appel, que les agriculteurs n'arrivent plus à gérer. Donc ça entraîne un rejet de la part du corps agricole de toutes les réglementations qui sont mises en place, et on a des objectifs qui ne sont pas atteints. On a une efficacité des politiques publiques qui n'est pas optimale, loin s'en faut. Si on ajoute le contexte politique actuel de division voilà, de nos représentants, donc l'impossibilité de se mettre d'accord sur des politiques ambitieuses, eh bien, on se demande comment on va avancer à l'avenir. Donc, à mon avis, une hypothèse de recherche de rupture, c'est comment on peut imaginer soit d'autres politiques publiques que ce qui a été fait jusqu'à présent, soit d'imaginer d'avancer sans les politiques publiques ou au niveau infra-étatique, peut-être. Parce que là, politique publique, on raisonne toujours ça, oui, au niveau européen et au niveau étatique. Mais il y a peut-être d'autres systèmes qui produisent de la norme, qui produisent des référentiels et qui ne viennent pas de l'État ou de l'Europe. On a parlé des territoires, on a parlé des acteurs, voilà, on a parlé de l'action collective sur le terrain. Ceci produit de la norme et peut produire des résultats. Deux orientations que je soumets ici. On peut travailler sur la rénovation des outils mis en œuvre par le droit. Le droit, ce n'est pas que des politiques publiques. On peut très bien avoir moins de normes, mieux écrites, et plus de contractualisation, plus d'acteurs qui se mettent d'accord, qui négocient sur les engagements qu'ils vont prendre. On peut tout à fait redonner de la liberté aux acteurs et concevoir des règles sur mesure, adaptées aux réalités de terrain. Jusqu'à présent, on fait de la réglementation générale, mais on ne tient pas compte des particularités locales. Ensuite, on pourrait aussi, une autre piste, c'est privilégier des obligations de résultats, voilà, se fixer des objectifs avec des résultats à atteindre, des résultats mesurables, bien entendu, et éviter de réglementer tous les moyens, toutes les pratiques. Donc sortir de la réglementation de toutes les pratiques, qui est un procédé extrêmement bureaucratique, et laisser la liberté aux acteurs d'atteindre un certain nombre de résultats. Autre piste, toujours dans les instruments, privilégier les instruments collectifs sur les instruments individuels. J'ai fait un travail de recherche dans lequel j'ai recensé tous les dispositifs de transition agroécologique. 99% sont pensés à l'échelle individuelle, soit à l'échelle de la parcelle, soit à l'échelle de l'exploitation agricole. Il n'y a quasiment aucun instrument à l'échelle de collectif d'agriculteurs. Dedans, vous mettez les MAE... Tout ça, c'est à l'échelle individuelle. Alors, on a des standards d'aide qui valent pour tout le monde, mais c'est chaque exploitant souscrit son propre dispositif. Et du coup, s'il y en a un qui ne souscrit pas et qui ne fait pas l'effort, bah, ça ruine l'effort de tous les autres. Donc on a des pollutions comme ça diffuses qu'on n'arrive pas à endiguer, tout simplement parce que certains font des efforts, pas d'autres, et donc ça décourage au final tout le monde. Ça, c'est pour la rénovation des outils. Et dernier point, on peut aussi repenser les échelles. Ça a été dit voilà, ce matin. Je pense à deux échelles. L'échelle des filières. Hein, on tient insuffisamment compte des filières. On devrait, à mon avis, avoir une contractualisation beaucoup plus exigeante au sein des filières. Alors, ça a été l'objectif des lois Egalim, mais les lois Egalim ne portent que sur le partage de la valeur et le revenu. Mais on n'a pas du tout d'exigence qualitative en termes de production au sein de cette contractualisation. Et l'autre échelle qu'on peut repenser, c'est l'échelle territoriale. Alors, bien sûr, l'échelle territoriale, elle est pertinente à plein d'égards. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a une multiplication des projets territoriaux, mais il y a des projets hauts, il y a des PAT voilà, alimentaires, il y a des projets liés à l'énergie, il y a des projets liés à la biodiversité, mais tous ces projets ne forment pas une synergie sur le territoire. Et à mon avis, pour qu'on ait davantage de synergie, c'est qu'il faut repenser la gouvernance au niveau territorial. On n'a pas du tout de gouvernance en matière agricole au niveau des territoires. On est toujours dans un dialogue État-profession, essentiellement. Il y a des acteurs qui gravitent autour, mais ils sont là, ils sont dans le décor. Voilà.
Donc ils ont le rôle de figurant. Les rôles principaux, c'est État, profession agricole. On n'a pas de synergie dans la gouvernance territoriale. Eh ben, ça va. Le propos de Louis-Georges qui va venir compléter votre propos. Comment, d'après toi, au niveau du marché, on peut innover justement pour permettre d'accompagner ces produits qui vont être issus d'une agriculture, si ce n'est en rupture, tout du moins économe, autonome et compagnie. Comment est-ce que le marché peut accompagner ces transitions via des normes? Merci encore pour cette question. Peut-être je voudrais juste commencer par dire que je trouve quand même qu'il y a une petite contradiction dans le discours qui est dans le livret, je trouvais, dans le discours qui a été un peu tenu sur la base de vos réflexions, entre d'un côté l'idée que le consommateur, c'est pas sur lui qu'il faut s'appuyer, que au fond la priorité c'est le ciblage sur la politique de l'offre, et en même temps tout ce qu'on dit, qui est qu'au fond tout ça ne va marcher que si il y a quand même une disposition à payer des consommateurs, in fine, qu'il y a une acceptabilité et qu'au fond, il y a des consommateurs qui vont donner de la valeur aux produits en question. Et donc, je trouve qu'il y a quand même un peu une contradiction, quand même. Et il me semble que, autant il faut pas avoir une vision réductrice du consommateur. Et effectivement, c'est pas parce qu'on lui met un produit avec un logo rouge qui va s'arrêter de le consommer, évidemment, heureusement d'ailleurs. Mais il faut pas non plus avoir une approche trop réductrice quand même de cette histoire-là. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les consommateurs ont changé. Et ont changé, si on prend sur 30, 40 ans, il y a des évolutions considérables. Et donc, je trouve qu'il faut être un peu plus ambitieux, je dirais, ce point de vue-là, puisqu'au fond, on dit que c'est rigide, mais est-ce qu'on a vraiment essayé? Au fond, est-ce qu'on a vraiment eu des politiques de demande permettant de viser, et de manière satisfaisante, des modalités de transformation des pratiques de consommation? Je crois pas. Et c'est pas parce qu'on a un bandeau bouger et manger ou manger 5 fruits et légumes en bas des publicités que ça fait une politique de demande. Voilà. Donc je crois qu'on a encore des progrès à faire en matière de politique de la demande et que vu la hauteur de la marche à franchir concernant notre dystopie de 4 degrés, au fond, on ne peut pas imaginer que ça va se faire uniquement par le changement technique et l'innovation. Il faut des innovations, il faut du changement technique, mais ça ne sera pas s'il n'y a pas en même temps une évolution en termes de prise de conscience des enjeux et par les consommateurs et les citoyens. Et du coup, je reviens quand même sur l'idée du pacte de tout à l'heure ou de ce matin, évidemment qu'il y a un enjeu de contrat social. Il y a un enjeu de contrat social qui est à refonder de ce point de vue-là. Avec une difficulté quand même, parce que là, on parle de l'alimentation, dont le prix pourrait augmenter. Le problème, c'est que les autres postes de dépenses peuvent aussi augmenter. C'est-à-dire que le logement, si vous isolez vos logements, ils vont être plus chers, votre mobilité va être plus chère, et donc on a aussi un effet de revenu. C'est pas simplement les prix qui augmentent, mais aussi une contrainte de revenu qui fait pression sur les dépenses alimentaires, et donc jouant sur les marges de manœuvre et les arbitrages. Ceci posé, je pense qu'effectivement, l'enjeu, c'est aussi de concevoir des politiques de demande qui soient un peu plus élaborées. Alors, c'est quoi? Il y a plein d'instruments, au fond, qu'on pourrait essayer de mobiliser. Alors, on parle de l'information. Jérôme a parlé de l'étiquetage. Nutri-Score, étiquetage environnemental, tout ça sont des supports. Alors, on peut dire, a priori, ils jouent pas beaucoup. Ils jouent pas beaucoup, oui. Mais en même temps, ce sont des dispositifs qui ont deux vertus. Une première vertu, c'est qu'ils sont conçus pour agir de manière concomitante sur l'offre et sur la demande. Au fond, il y a le Nutri-Score, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez à faire non seulement à faire bouger un peu les comportements, les choix alimentaires, mais vous cherchez surtout à créer des réponses du côté de l'entreprise, des entreprises, pour faire des produits moins gras ou moins sucrés. Et au fond, l'enjeu de l'affichage environnemental, c'est le même. C'est au fond dans quelle mesure on peut à la fois trouver des instruments qui, de manière concomitante, essaient de faire bouger de manière incrémentale, ça ne va pas être des révolutions, de manière incrémentale, mais de manière cohérente, du côté de l'offre et du côté de la demande. Après, au-delà de ça, on a évidemment tous les outils envisageables.
Donc j'ai mis l'affichage, l'information, on a les politiques fiscales, on n'a pas parlé, mais si on veut jouer sur les arbitrages, il y a quand même le levier des prix, et donc les politiques fiscales, subventions ou taxes, alors c'est politiquement pas toujours facile, mais c'est évidemment des éléments qui peuvent être dans la panoplie des instruments. La réglementation aussi, au fond, si on n'arrive pas à faire réduire de manière durable la teneur en sel de certains produits, dont on sait qu'ils sont contributeurs de manière décisive à un ensemble de maladies cardiovasculaires, la réglementation est quand même un outil. Mais au-delà de ça, je pense que, et ça rejoint peut-être un point que Christian soulignait tout à l'heure, au fond, la question, c'est aussi de la valeur attachée au produit. Et au fond, on voit bien que du coup, au-delà des instruments eux-mêmes, l'enjeu, c'est celui de la fabrication des normes sociales. Au fond, l'enjeu, c'est celui de la dynamique des normes sociales. Alors, c'est pas les normes au sens de normes réglementaires, mais c'est au fond des normes sociales qui sont déterminantes de la valeur que l'on donne aux aliments. Et ces normes sociales, elles sont très différenciées selon les catégories. Et donc, on a là un enjeu important qui est d'arriver à trouver les leviers pour faire bouger les normes sociales sans que ça apparaisse comme des injonctions. Parce que les injonctions, elles génèrent l'effet contraire. Et si on vous dit une telle recommandation apparaît comme en décalage par rapport à vos propres normes sociales, ce gap-là, il est problématique. Et donc, on a à travailler, je pense, sur cette dynamique des normes sociales. Et je travaille sur les dynamiques des normes sociales, ça veut dire travailler, en fait, sur l'ensemble des éléments, pas que sur l'alimentation, mais sur l'ensemble des aliments, qui est l'accessibilité, j'ai parlé des prix, évidemment, mais c'est aussi peut-être la publicité, mais c'est aussi toute une série de leviers qui vont être, on parlait de l'urbanisme, peut-être l'accès aux magasins, enfin, il y a toute une série d'éléments qui vont faire partie de ça, qui constituent l'environnement alimentaire des individus et qui font partie de la construction des normes sociales. Merci beaucoup. Alors là, on est rentré vraiment sur la question de la filière. Donc là, on a plutôt se demandé offre-demande. Avec Monsieur Joubert, vous m'avez expliqué de confronter dans la mise en œuvre de vos enseignements et de l'acculturation du poids de la filière, et notamment du poids de la filière amont, qui vient quelquefois de façon assez compliquée votre travail. Peut-être vous pouvez nous expliquer, parce qu'il y a des gens dans la salle qui sont de ce mouvement-là. Juste une petite parenthèse avant de répondre à la question. C'est une réflexion que je me suis fait il y a déjà quelques années. Au final, 350 jours par an, le réchauffement climatique, c'est cool. Je me souviens un jour, on avait amené des jeunes dans un amphi, chercheur de Météo France, était à ma place là. Et il nous dit, dans 30 ans, à 3, vous aurez le climat de Montélimar. C'est un point de blocage inconscient, peut-être, mais qui est loin d'être neutre. Bon, je vais répondre quand même à la question, alors je vais prendre un peu de temps. J'ai travaillé depuis longtemps avec les jeunes sur la nature du changement, des transitions. Et souvent, ce qu'on vise, c'est l'efficience. Alors, l'efficience, c'est cool pour les ingénieurs comme moi, parce que ça challenge un peu sur l'innovation, c'est moteur d'innovation. On va chercher le nouveau produit qui fait quelques petits gains de productivité. Les jeunes, ils adorent ça. Ça fait un nouveau matériel qui est super cher, qui est brillant dans la cour. On est dans les représentations. On peut créer un gros business derrière ça, et tout le monde est content, sauf peut-être l'agriculteur qui achète ça cher et qui derrière a des coûts de production qui s'enflamment par cette voie. La deuxième qu'on va tenter, on est assez sollicité en agriculture, c'est tous les produits de substitution. On a un produit qu'on sait les dangers, on remplace par un truc qu'on ne connaît pas encore. Et on ne change rien, c'est-à-dire on avait un produit A, mais celui-là il est meilleur, et puis tout le monde est content, on n'a pas besoin de réfléchir. Ça crée un gros business aussi. Et puis nous on s'est plutôt mis sur l'aspect reconception, c'est-à-dire quel système va me permettre, toujours dans l'optique de résilience économique de tout à l'heure, de se dire si les prix des matières premières augmentent, comment moi je fais pour pas être sensible à ce prix d'augmentation des matières premières. Et l'agroécologie, ça va dans ce sens-là, si j'ai bien compris, c'est mobiliser des processus naturels pour remplacer une partie des intrants qu'on utilise pour faire de la production. Et c'est assez récent où je me suis rendu compte de ça, c'est que quand on fait ça, on n'achète pas grand-chose à grand monde.
Et quand autour de nous, on a beaucoup de gens qui vivent des intrants qui rentrent dans l'agriculture, si on oublie ces gens-là, eh ben on se rend compte qu'ils font du lobbying dans votre dos. Alors nous, on passe du temps à ramer, à expliquer aux élèves que ce qu'on fait, on a l'impression que c'est plutôt vertueux, enfin on le pense. On fait des bilans carbone, on était à 0,30 kg par kilo de lait, alors même si l'unité paraît, ouais, on est 4 fois en dessous, là, parce qu'on a beaucoup de prairies naturelles, du pâturage, etc. Et derrière, vous avez une flopée de techniciens qui courent la campagne, ils disent oh, « regardez pas ça, franchement... » Alors j'ai même qui nous appellent, ils disent « non, si vous racontez ça aux jeunes, on va crever, non, faut plus dire ça, quoi. » Bon, ça, c'est les plus honnêtes, j'aime bien, parce qu'au moins, on peut discuter. Non, mais c'est une vraie question derrière. C'est-à-dire, on a développé un modèle qui est basé sur le fait qu'on avait beaucoup d'intrants et ça faisait travailler beaucoup de monde, et puis, etc. Nous, on est dans une filière où il y a beaucoup de projets sur l'autonomie protéique, par exemple. Bah, nous, les protéines, on ne sait plus quoi en faire. On a la luzerne partout. Ce qui nous manque, c'est l'énergie. Sur un système herbe, protéines, c'est pas du tout un problème. Enfin, on les gaspille. Donc ça sert à rien de chercher très loin, parce qu'à un moment on s'est posé la question de comment on va pouvoir tout seul faire ces choses-là. Donc moi il y a une deuxième question qui est sur l'innovation. Souvent on se dit innovant parce qu'en fait on a acheté de l'innovation à des mecs qui l'ont développé ailleurs. On est plutôt dans se dire on va remettre de l'innovation dans les systèmes, donc ça veut dire augmenter le niveau de formation de nos jeunes ou les compétences de nos jeunes pour qu'ils soient capables de réfléchir, forcément qui dépendent de l'innovation qui a été produite par d'autres qui, par ailleurs, ça c'est plus personnel, vont créer de la dépendance en termes de réparation, etc. Enfin, on a vu là, pendant l'Ukraine les moissonneuses-batteuses arrêtées dans les champs parce qu'il manquait 3 pièces et il n'y avait plus personne pour les réparer. Donc on cherche aussi cette autonomie et cette résilience dans le temps. Et puis une dernière remarque, quand on commence à générer du changement et être atypique, alors nous on est très regardés en lycée agricole et tous les paysans de la plaine ils regardent ce qui se passe chez nous. Alors moi ce que j'adore c'est quand ils me disent qu'on fait n'importe quoi. S'ils disent qu'on fait n'importe quoi, c'est que derrière ça questionne. C'est pas qu'on fait mal, hein, c'est on fait n'importe quoi, on ose faire des choses. Et on aurait tendance des fois à aller trop vite. Et quand on va trop vite, on n'est plus comparable, donc au final on perd l'intérêt. Donc il y a un bon dimensionnement de à quelle vitesse on avance pour continuer à discuter avec les gens qui sont autour de nous. Il faut déjà partager des points communs avant de pouvoir discuter des différences sur lesquelles on va travailler. Je vois, on est dans un réseau défi, par exemple. Aujourd'hui, on est en zéro phyto. Plus personne vient chez nous, ça n'intéresse personne, on est trop loin. Donc il y a besoin de garder une proximité quand même si on veut que ce changement-là soit assumé. Et puis il y a la question du partage du risque de l'aléa. C'est-à-dire nous, on est soumis à une activité cyclique. L'industriel lui dit moi j'ai ma laiterie, moi il faut que la machine elle tourne nuit et jour, 365 jours pareil, parce que sinon je rentabilise pas. Et le seul qui fait le grand écart, c'est celui qui à la base il doit produire régulièrement avec une météo qui fait ça. Et peut-être collectivement il faut aussi qu'on se pose la question, peut-être qu'il y aura moins de lait quand les années font qu'il y aura moins de lait, le consommateur boira moins de lait, boira autre chose. C'est une discussion peut-être collective qu'il faut connaître parce qu'on a mis la linéarité partout sauf à la base. Ouais. Eh bien, ça nous amène directement à la question des expérimentations, notamment que AXA Climate met en œuvre justement pour accompagner ces transitions. Alors je vous laisse. Oui, il y a des. Non, mais là tout ce qui se dit, ça résonne beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Et d'abord, je voudrais rebondir sur les injonctions contradictoires que je trouve assez amusantes, que j'ai entendues à ma droite de la bouche de Jérôme. Et ça me fait penser à la semaine dernière, j'étais au Congrès national des notaires et on discutait du recul du trait de côte et de l'aménagement de la loi et du rôle des notaires dans le recul du trait de côte. Et au moment où on était en conférence à Bordeaux avec 1500 notaires, il y avait la revue des notaires de France qui titrait « Acheter une maison en bord de mer à 200 000 €, c'est possible ».
C'est les injonctions contradictoires, on les a tous les jours, Et pour revenir sur ce qu'a dit monsieur le député, la seule manière, en fait, de résoudre ces injonctions contradictoires, c'est la science. C'est le socle de la science. Et moi, je le vois dans les entreprises qu'on accompagne. Quand on déboule avec Jean Jouzel, avec Valérie Masson-Delmotte dans un conseil d'administration, quand on pose vraiment la science, la climatologie, et qu'on l'explique, derrière, ça déroule. Il faut la rendre accessible, cette science. Il faut la rendre visible. Et l'adaptation, la France à plus 4 degrés, il faut la rendre concrète, il faut la rendre visible. Il y a une expérimentation qu'on est en train de faire là avec un institut, un scientifique qui s'appelle Christian Clot. Il a un camion, il a un petit camion où on va mettre dedans des dirigeants et on va simuler ce que ça donne de travailler quand il fait 45 degrés. Allez-y les gars, travaillez, on va vous regarder. Et là, en fait, il voit tout de suite qu'il y a une perte de productivité, que ça transpire, que ça fait mal. Donc voilà, il faut rendre. Ouais, mais ça marche très très bien. Il faut rendre ça vraiment tangible. Alors, les expérimentations qu'on poursuit aujourd'hui, on est en train de se dire comment est-ce qu'on peut mettre l'assurance au service de la transition, parce que il faut organiser une rupture et donc il faut que tous les acteurs soient là pour la rupture. Et il y a notamment un des acteurs importants, c'est celui qui va aider à ce que les revenus soient assez assurés de chaque année. Alors pour ça, c'est très compliqué parce que d'abord, dès que vous parlez rupture dans une compagnie d'assurance, on vous demande si vous avez au moins 20 ou 30 ans de données. Voilà. Ouais, mais une compagnie d'assurance, ce sont des actuaires. Les actuaires, c'est minimum 30 ans d'historique. Et pourquoi? Et c'est aussi derrière, il y a tout un corpus réglementaire, des règles de solvabilité qui sont pas décidées au niveau national, mais au niveau supranational à Europe. Et donc, on peut pas raisonner quand on n'a pas de 30 ans de données. Donc ça, c'est déjà une première limite. Donc, on va essayer de faire des petites expérimentations et on en a mené une avec Rémi Cointreau. Alors petite parce que on est sur 24 hectares. Rémi Cointreau, c'est leur vigne. Donc déjà, on a moins d'acteurs à convaincre. Ils disent, OK, là, c'est chez nous. On a 24 hectares. On va bosser 100% en biocontrôle à l'aide d'un OAD. Et vous allez nous faire une garantie d'assurance sur la perte de rendement. Il y a 0 phyto, on est 100% en biocontrôle. Et donc, on est sur une petite expérimentation. Alors, deux conclusions par rapport à ça. Premièrement, ça coûte cher. Donc, la prime d'assurance n'a juste rien à voir avec une prime d'assurance multirisque climatique, voilà, laquelle est, je le rappelle, subventionnée à 70%, sans distinction de savoir si vous êtes en biocontrôle, si voilà. Donc, et c'est un budget qui est pris dans le budget de la PAC, de mémoire. Donc, la multirisque climatique aujourd'hui n'aide pas du tout à la transition. Et peut-être qu'un jour elle le fera. Voilà. Mais deuxième conclusion, c'est pas rentable. Nous, on perd de l'argent. Bon, maintenant, étant donné la taille de l'expérimentation, ça va pas mettre à mal le bilan d'AXA. Oui, mais imaginez si vous êtes à quel, parce que c'est une histoire dans le temps. Oui, c'est une histoire dans le temps. Là, on est à deux exercices où on a perdu de l'argent 2 fois, et c'est dans une histoire dans le temps. Mais comme on arrive dans le temps, vous avez raison. Ce serait génial de se dire, on va partir dans le temps et on va faire ce produit d'assurance sur 10 ans. Mais sauf que les règles prudentielles, elles me permettent pas. Moi, je peux pas bloquer du capital sur 10 ans pour ce type de produit. Alors, ça demanderait des modifications, parce qu'on y arrive en garantie décennale. En construction, vous savez que les assureurs donnent une garantie sur 10 ans pour des ouvrages qui ont été construits. Donc, il faudrait arriver, en fait, à lancer des produits d'assurance sur 10 ans. Et vous imaginez un agriculteur qui dit, moi, j'achète pendant 10 ans. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais c'est des expérimentations qu'on mène. Alors, j'entendais aussi, Jérôme disait, oui, mais les jeunes, ils se marrent quand ils entendent le réchauffement climatique. C'est vrai c'est vrai qu'il y a des choses qui ont l'air assez plaisantes. Mais du côté de Clermont-Ferrand, on a fait une étude pour une coopérative. On arrive en 2050 sur du blé à moins 41% de rendement. Bon, ça questionne quand même. Donc, on teste des solutions. On va faire de l'irrigation. OK, allez, full irrigation. On arrive quand même à moins 16%. Et est-ce qu'on va pouvoir faire de la full irrigation? Ça questionne des conflits d'usage. Est-ce que j'ai le droit de capter toute l'eau pour être à moins 16% en 2050? Et puis à côté, on travaille avec eux sur de l'agriculture de conservation des sols. Si tous leurs agriculteurs passaient à une agriculture, on arrive à moins 6% de baisse. Donc de toute façon, la baisse, on l'a. De toute façon, la baisse des rendements sur les cultures existantes, et je suis pas agronome, mais on l'a. Il me semble que l'INRAE, qu'il y a beaucoup d'organismes qui travaillent dessus. Il y a vraiment, on l'a. Donc on teste
des solutions. Et c'est dans ces conditions que ça devient assurable. Un territoire à côté de Clermont-Ferrand qui est à moins 41% de rendement, c'est plus assurable du tout. À moins 6, ok, ça peut s'entendre. Ça va certes être plus cher, mais c'est déjà moins catastrophique. Et en fait, au final, je pense qu'aussi pour organiser la rupture, le signal prix, on a un petit peu parlé du prix, mais est-ce que le signal prix peut pas être aussi donné par les acteurs qui accompagnent les filières, notamment ceux qui financent? Aujourd'hui, quand vous faites j'ai entendu il faut avoir le bac pour prendre une exploitation à 500 000 euros. Un banquier qui prête 500 000 euros à un agriculteur sur un projet, sur un business plan, est-ce qu'il teste ce business plan sur les 20 ou les 30 prochaines années? Est-ce qu'il a les outils pour le faire? Ben non, il les a pas. Et est-ce que ce serait pas chouette de les avoir pour pouvoir accompagner l'agriculteur et lui dire, est-ce que tu es sûr que tu vas te lancer dans du lait en Maine-et-Loire ou dans du lait ailleurs? Le lait, ça n'a pas franchement la cote en ce moment. C'est-à-dire, si Lactalis, c'est peut-être pas hyper poli de parler de Lactalis ici. Si, je peux. Mais si Lactalis dit, moi, je vais collecter moins de lait, c'est parce que quand ils font leur cartographie des risques, ils voient très bien qu'en risque de transition, les Français vont boire moins de lait. C'est pas pour emmerder les agriculteurs qu'ils achètent moins de lait. C'est parce qu'ils ont un risque de transition qui dit, vraisemblablement, en France, on va boire moins de lait. Bah, à partir du moment où vous attendez une baisse dans la consommation de lait, bah, vous anticipez. Et il me semble qu'ils anticipent sur... alors ça a l'air très violent en termes d'annonce, mais ils ont quand même prévu une baisse jusqu'à 2030. Donc il y a un accompagnement. Oui, mais pour l'instant, on importe. Et donc, ça nous amène à la question d'après. C'est que, pour l'instant, il y a une vraie variable d'ajustement sur le lait, c'est qu'on importe. Et vous êtes très sensible, Monsieur Bollot, à la question du trade, du commerce et des échanges, et du contrôle des échanges. Et donc, la question, elle est à quel niveau il faut ou non accompagner la transition, comment notamment en garantissant une juste compétitivité, une juste concurrence entre les agriculteurs européens et français et des pays tiers. Alors, ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'elle va révéler toute la complexité qui est derrière ces sujets-là, et notamment lorsque nous, on la lit, encore une fois, mon point de vue est celui d'un parlementaire. Alors, le premier point qui dit oui, il faut des échanges, c'est que on sait très bien que ces échanges commerciaux, ils ont commencé avec, j'ai oublié son nom, Marco Polo, voilà, et d'autres. Et finalement, ça a été aussi des échanges culturels, des occasions, au lieu de s'envoyer des armes par-dessus les frontières et de s'envoyer des bombes, c'est d'avoir des accords commerciaux, d'échanger, de progresser, de croiser les cultures. Donc tout ça relève de quelque chose qui est tout à fait vertueux. En revanche, moi, je distingue quand même dans les accords commerciaux, parce que c'est des paniers globaux dans lesquels on va mettre des véhicules, on va mettre des produits agricoles, on peut mettre des services, beaucoup de choses différentes. Et il faut faire la différence entre deux produits qui sont, à mon avis, complètement, absolument pas identiques les uns des autres. C'est quand vous comparez des automobiles ou des pièces de l'aviation avec des produits agricoles. Dans un cas, il y a des normes, c'est-à-dire qu'on peut produire la même pièce d'Airbus en Afrique du Sud, en Europe ou ailleurs, parce que finalement le destinataire final demande une pièce très normée et tout ça va relever de la même logique, ça va être le même aluminium, le même alliage, la même façon de garantir la robustesse de la pièce, etc. Donc ça, c'est une chose. Puis en face, vous avez des produits agricoles qui, eux, sont complètement différents, parce qu'ils sont le fruit de terroirs qui sont pas les mêmes, et dans le terroir, je vais intégrer l'ensoleillement, je vais intégrer la disponibilité de la ressource en eau, je vais intégrer la nature du sol. C'est aussi des variétés qui sont pas les mêmes, ces variétés qui ont été parfois même sélectionnées par les hommes. Donc il y a aussi la pratique humaine, la pratique des agriculteurs. Et finalement, 1 litre de lait produit sur la 7e circonscription de Maine-et-Loire ou en Nouvelle-Zélande, c'est bien du lait. Dans les deux cas, il a la même composition. Il peut avoir la même composition, il y a quand même l'effet terroir. Mais malgré tout, il est fondamentalement différent dans la façon dont il a été produit. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de compliqué à se dire, on va échanger des choses qui relèvent de logiques de production qui sont complètement différentes, le vivant d'un côté et le très industriel de l'autre. Donc ça commence à poser un certain nombre de questions. Et si on surajoute là-dessus de nouvelles dimensions qui sont les dimensions environnementales, donc de mon premier propos où je comprenais les accords, j'arrive vers le dernier,
où je ne les comprends plus du tout, c'est là où je me dis, mais alors pourquoi parfois, alors on a beau me faire des démonstrations que je trouve quand même incomplètes. Je n'arrive pas à comprendre, par exemple, pour de manière très franche et très précise, pourquoi on va aller chercher du lait en Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi je vous dis ça? Alors, je vous dis ça parce que déjà, il me semble que la Nouvelle-Zélande c'est loin, que le lait en question, il va falloir l'amener, ce que je sais du lait, c'est que c'est un produit périssable, donc soit il va falloir le transporter à une température où il va pas bouger, soit il va falloir le changer de forme, c'est-à-dire le passer de la forme liquide à la forme poudre, et donc ça c'est encore de l'énergie. On sait aujourd'hui qu'on est dans un monde où qui consomme toujours davantage d'énergie, on cherche à diminuer cette consommation d'énergie et à substituer les énergies fossiles à des énergies qui vont pas nous dérégler le climat, et donc vous voyez, ça pose beaucoup de questions de savoir pourquoi on fait ça déjà de ce simple point de vue-là. Et après, quand on est député, on représente aussi un territoire, et quand on représente la 7e circonscription de Maine-et-Loire, on est sur un territoire laitier où Lactalis fait tourner ses camions pour venir ramasser le lait. Et au quotidien, on se rend compte qu'on a des jeunes agriculteurs, enfin ils ne sont pas encore, des jeunes qui voudraient s'installer, reprendre des exploitations familiales. Alors il y a déjà la dimension financière, c'est trop cher, etc. Mais ils se disent, est-ce que je vais le faire? Parce qu'ils ont aussi cette connaissance de, est-ce que la consommation de lait ne va pas diminuer? Est-ce que tout ce que je vais mettre sur la table, j'aurai un retour sur investissement un jour? Donc il y a ceux qui veulent s'installer et qui se posent beaucoup de questions. Il y a ceux qui sont déjà en place et qui se posent des questions. Et là, je vous parle des plus anciens qui ont eu le retour sur investissement de leur stabulation, de tout ce qui va bien, et finalement qui s'y retrouvent pas. C'est-à-dire que le litre de lait tel qu'il leur a acheté aujourd'hui, ça ne permet pas de vivre convenablement et surtout de rémunérer l'effort qui a été le leur. Comme ingénieur agronome, j'ai eu cette chance de faire mon stage dans une exploitation laitière. Donc je sais que ça commence le matin à 6 heures pour la première traite, ça se termine pas à la deuxième traite. Et entre les temps, on reste pas les bras croisés, il faut aller voir l'ensemble du cheptel à toutes les tranches d'âge pour s'en occuper. Donc c'est un effort, c'est 365 jours par an, et donc ils ne s'y retrouvent pas en termes de rémunération. Donc on a tous ces sujets-là, et puis après on a aussi l'aspect territorial. C'est-à-dire que je vous ai parlé des jeunes qui se posent la question de s'installer, je vous parle des anciens qui disent « je m'y retrouve pas par rapport au temps que j'y passe ». Et puis il y a aussi le territoire. Et le territoire, le territoire que je représente, c'est un territoire rural où il y a des producteurs laitiers qui font fonctionner une économie, c'est-à-dire des entreprises qui viennent réparer les tracteurs, qui viennent changer un certain nombre de choses dans les bâtiments. Donc vous voyez, ce sont à la fois des artisans, puis c'est aussi le commerçant de la commune qui peut être le boulanger. Et puis je vais aller encore plus loin. Derrière, c'est l'école. Et puis des classes qui doivent être à 28, sinon on ferme la classe. Et puis si les 3 enfants d'agriculteurs y partent, on n'est plus à 28, on est à 25, on ferme la classe et on est obligé de faire un regroupement pédagogique intercommunal avec la commune suivante, obligeant les familles qui étaient dans une école de proximité à prendre leur voiture, à avoir des coûts de déplacement, etc. Et de mon point de vue, tout ça n'est jamais intégré dans la négociation de l'échange de lait avec la Nouvelle-Zélande. Alors on nous parle de clause de réciprocité, clause miroir, etc. Et je vous ai envoyé la vidéo après que vous pouvez la retrouver sur mon site internet. J'ai interrogé la ministre sur ce sujet-là, j'ai toujours pas compris ce qu'elle mettait dans les clauses miroirs. Voilà, donc qu'on échange, oui. Des choses qu'on peut produire de la même façon les uns et les autres, pourquoi pas, ça contribue à des choses tout à fait profitables, mais à un moment donné, il faut se poser la question sur les produits agricoles qui sont si particuliers et qui sont si intimement liés à des problématiques et à des leviers des transitions environnementales, que ce soit le climat, la préservation de l'eau, la préservation des sols, la biodiversité. Voilà, il faut absolument regarder ça de plus près, et puis peut-être avoir une exception agricole en se disant, on échange des choses, pas des produits agricoles, ou alors on échange des produits agricoles quand on les produit pas, parce qu'il n'y a pas de problème d'aller chercher du sirop d'érable, on n'en fait pas. Mais les choses qu'on a chez nous, avec des agriculteurs qui souffrent pour les commercialiser à des prix bas où ils sont obligés de se battre, pourquoi aller le chercher ailleurs? Donc on en revient à l'exemple typique de Lactalis qui va arrêter, mais on va aller chercher du lait en Nouvelle-Zélande. Je suis prêt, là, je vais raisonner de manière très humble, moi je suis pas un hyper spécialiste du sujet, si quelqu'un peut me l'expliquer, je suis preneur. Mais j'ai toujours pas compris, quoi. Merci beaucoup. Alors on va donner la parole à la salle, et puis après vous aurez un petit mot de conclusion chacun. C'est un petit complément. Les chambres d'agriculture, entre autres, mais avec des acteurs aussi qui sont autour de la table, ont répondu à un appel à projet pour accompagner 1000 exploitations hors radar, qui accompagnées nulle part ailleurs, pour les accompagner par rapport au changement climatique et aux diverses transitions, pour créer un outil pour que ce soit assez facile d'aller voir une exploitation. On dit voilà,
En quelques phrases, on va projeter l'exploitation. Et ça, on a des outils déjà pour le faire. On a un historique de plusieurs dizaines d'années. On projette à soit le 4.5 ou le 8.5, le plus 2 degrés ou le plus presque 5 degrés. Et justement, on va voir le nombre de gelées printanières qui va rester, les températures d'hiver potentiellement. Alors, ça sera une moyenne, mais on a déjà ces outils-là pour déjà anticiper les choses pour accompagner. Donc, c'est déjà en route. C'est juste un apport. Et la deuxième chose, par rapport à aller accompagner les citoyens pour changer leurs pratiques de consommation, on fait un travail avec une organisation que je copilote sur l'éducation à l'alimentation. C'est important d'aller dans les écoles primaires, d'aller montrer, d'aller accompagner les élèves pour qu'ils cuisinent des produits bruts, ne pas gaspiller. Je pense que c'est un levier pour payer un peu moins cher, enfin pour mettre un peu plus d'argent dans le produit de base sans se ruiner. D'autres questions, si vous voulez réagir à ce commentaire. Louis-Georges. Oui, une question plutôt sur le droit. Effectivement, dans l'article L1 du Code rural, il est indiqué reconnaître et rémunérer les externalités positives de l'agriculture. Or, elles ne le sont pas aujourd'hui. Ça ne l'est pas. Ça l'est éventuellement un peu, non pas au niveau français, mais au niveau européen, via la PAC avec l'éco-régime. Et encore, l'éco-régime est dans le premier pilier, c'est-à-dire les aides à la production. Donc aujourd'hui, la rémunération, elle est uniquement par la qualité et la quantité de produits, de commodités agricoles. Donc déjà, on ne respecte pas le code rural. Il faudrait peut-être aussi donc caractériser, quantifier, monétariser ces services pour avoir une vraie rémunération. Et ensuite, ça revient, donc deuxième partie de la question, sur le pacte avec les citoyens. Donc on pourrait attribuer une mission à l'agriculture de produire des commodités et des services, et chacun est mesuré et monétarisé. Mais après, le pacte avec les citoyens, comment faire un pacte quand on voit aujourd'hui, sachant l'atomisation des attentes des citoyens consommateurs, on n'est plus au sortir de la guerre où tout le monde voulait manger à sa faim et à peu près en sécurité. Aujourd'hui, on veut de la viande, on veut pas de viande, on veut du végétal, on veut du locavore, on veut. Quel pacte? Quel est le plus petit dénominateur commun qui nous ferait progresser? Et est-ce qu'il sera en rupture? Merci. Deux questions. Alors, une pour le juriste et une pour l'économiste qui a parlé du pacte. Sur la première question de la rémunération des externalités positives de l'agriculture, je vous suis totalement. Mais il y a une raison qui explique qu'on ne les rémunère pas aujourd'hui. C'est les accords de l'OMC qui interdisent de rémunérer positivement les pratiques environnementales. C'est-à-dire qu'on ne peut aujourd'hui que compenser les surcoûts que ça entraîne pour celui qui les met en œuvre. Et à la différence des États-Unis, l'Europe applique à la lettre cette directive. Donc tous les dispositifs d'aide agri-environnementaux, pour l'instant, se contentent de compenser un coût supplémentaire que ça engendre pour l'agriculteur, mais on n'est absolument pas dans de la rémunération positive. Donc on a des montants qui restent insuffisamment incitatifs. Sauf à accepter de les mettre dans la boîte rouge, qui est une option. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas fait. Ben non, mais c'est possible. Oui, mais la Commission européenne, pour l'instant, même sur le bio, dit il faut vous chiffrier exactement les surcoûts que ça entraîne et vous ne devez pas dépasser, sinon c'est une aide d'État qu'on ne validera pas. On est bien d'accord. La DG Trade est coincée. Oui, sur le point de la consommation et du pacte, en fait, du contrat social, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas moi, j'ai pas une vision claire de où est-ce qu'il faut aller en termes de régime alimentaire. En fait, on n'a pas une parole publique, on l'a en nutrition, on a des recommandations nutritionnelles qui sont formalisées. Mais l'intégration de la problématique climatique dans ces recommandations, l'intégration de la problématique de biodiversité dans ces recommandations, on l'a pas. Et donc, alors, c'est annoncé aujourd'hui dans la SNANC, c'est annoncé dans un certain nombre de politiques publiques, mais aujourd'hui, on ne les a pas encore. Et tant qu'on n'a pas une explicitation de ça, au fond, on n'a pas l'espèce de benchmark par rapport auquel, au fond, l'ensemble des acteurs doit s'aligner. Et je trouve que, en termes de construction de ce contrat social,
progresser dans la formalisation de ça, ce serait un élément de clarification. Ce matin, on disait, finalement, il y a des espèces d'injonctions contradictoires. On mange de la viande, on mange pas de viande, on mange de légumineuses, pas de légumineuses. Vers quoi on veut aller et en quoi il faut aller. Donc ça, je pense que c'est un premier point qui me semble important. Et le deuxième point, c'est en relisant le titre de la session-là, organiser la rupture. Est-ce qu'on est vraiment capable de faire de la rupture? Je veux dire par là que, alors bien sûr que ce serait ça l'enjeu. Mais au fond, est-ce que l'enjeu, il n'est pas déjà de se mettre sur une trajectoire? Et au fond, de créer, en fait, les conditions d'un déplacement incrémental, mais systémique. Plutôt que de radical partiel. Radical partiel, ça marche pas. Et donc, d'arriver à créer, en jouant sur tout à la fois, mais un peu. Et donc, de manière cohérente et systémique, sur une trajectoire. Et après, je pense qu'en 1970, on n'avait aucune idée de sur quoi on allait déboucher en termes de consommation alimentaire ou d'offres en 80, en 90 ou en 2000. Et donc, l'enjeu, c'est de lancer le processus d'apprentissage de la société. Mais pour qu'il y ait processus d'apprentissage, il faut que les choses soient transparentes, elles soient explicites, débattues. Donc, il y a aussi un enjeu démocratique, je pense, important sur la construction de ce contrat social. Mais il faut enclencher le processus. Et je crois que je crains qu'annoncer la rupture, ce soit finalement difficile. Enfin, est-ce que l'enjeu n'est pas plutôt de dire, commençons à bouger, mais de manière cohérente. Et à partir de là, de créer le processus d'apprentissage de la société, permettant progressivement de faire avancer le chemin. Bonjour, Valentine Oui, AgroParisTech BPI France. Monsieur Soler, vous m'avez enlevé les mots de la bouche parce que c'était exactement ma question. C'était, voilà, on part du principe qu'il faut faire de la rupture. Mais est-ce que justement, la solution, c'est pas plutôt de l'amélioration continue et faire la continuité des politiques, notamment. Et voilà, maintenant, on voit que le bio est en difficulté. Pourquoi reculer vers le bio et pourquoi pas au contraire adapter les industries par exemple qui vont derrière et puis continuer et pas abandonner ou je parle du bio mais on pourrait parler d'autres innovations de rupture qui partent, je vais caricaturer, mais qui peuvent partir par exemple de labos de recherche et qui sont mis sur le marché au chausse-pied et sans interaction forcément avec des exploitations agricoles. Et en fait, on a mis beaucoup d'argent dedans et on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas forcément adapté et on les abandonne. Et au lieu de les abandonner, peut-être faire du test and learn et continuer à adapter ces solutions pour qu'elles soient moins chères, par exemple, ou plus abordables pour les exploitations. Donc voilà, est-ce que la solution, c'est vraiment que de la rupture ou est-ce que c'est parce que c'est la mode de dire que c'est de la rupture? Peut-être, Monsieur Bolo, comment est-ce qu'on peut accompagner? Là, on parle clairement. Voilà, comment est-ce que le politique peut s'emparer, par exemple, de l'accompagnement de l'agriculture biologique, par exemple, de la continuité en fait, dans une action? Votre question, c'est ce que j'essaie de dire tous les jours, c'est-à-dire que vous avez utilisé un terme qui est absolument essentiel, qui est celui d'amélioration continue. Déjà, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, je trouve, quand on est à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place à une date donnée, dans un contexte donné, pour répondre à une question. Et puis comme ils sont assez robustes, ils durent 10-15 ans. Et 15 ans après, on vient les critiquer en disant regardez, c'est nul, etc. Mais non, il faut toujours se poser la question de savoir à quoi ça servait au départ. Et si on avait fait de l'amélioration continue, alors ça aurait pu évoluer de manière incrémentale pour éviter que ça soit très critiqué 15 ans après. Et c'est quoi l'amélioration continue? C'est ce qu'on fait tous dans une entreprise, dans une association, etc. C'est l'objet du contrôle qualité, c'est la route Deming, PDCA, Plan Do Check Act, et puis quand vous avez un système qualité, cette roue elle tourne à chaque fois, allez, on évalue, on corrige, on fait ça de manière incrémentale, et le système qualité c'est la cale qui évite que votre roue dans la pente elle tombe en arrière, quoi. Et bien ça il faut aussi qu'on le fasse, et donc ça revient à dire ce que je vous ai évoqué lors de la première question qui m'a été posée, c'est-à-dire c'est de l'évaluation de politique publique, l'évaluation des politiques passées, et qui permet de nourrir le contenu des politiques nouvelles, et ça permet d'éviter quelque chose par rapport à toute la liste Monsieur Grimont-Pré, que vous avez fait, et que je partage entièrement des inconvénients aujourd'hui. Il y en a un que vous avez oublié, c'est la dispersion d'un même sujet dans toutes les lois. Je vous prends les éoliennes. Le sujet des éoliennes, on en a mis dans ASAP. ASAP, c'était accélération et simplification de l'action publique. On en a mis dans la loi Pacte.
La loi Pacte, oui, on a mis dans la loi Pacte, c'était le plan d'action pour les entreprises, la simplification de la vie des entreprises. On a mis dans la loi de simplification, on l'a mis dans la loi agricole, on l'a mis dans la loi évidemment, les lois énergétiques, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me disais, mais je ne sais pas comment font ceux qui s'intéressent à la législation sur les éoliennes, qui doivent aller voir des lois, ou même quand on regarde le titre, on se demande pourquoi on a logé des choses sur les éoliennes à l'intérieur. Donc en faisant l'évaluation, vous évitez ces choses-là, vous avez des lois qui portent sur un thème et qui évoluent en fonction de l'évolution de la société, qui s'adaptent à tout ça et qui permettent, pour revenir au sujet du bio, eh bien que le bio, eh bien dans son orientation législative, eh, suive les évolutions de la société, quoi. Ouais, moi, je voulais revenir sur le cas Lactalis, pour lequel vous avez fait, François Lanavert et Philippe Bollot, vous avez fait une publicité pas possible, en fait. Non, mais en fait, quand là où Lactalis décide de fermer ses usines, c'est pas du tout aléatoire, c'est que dans les zones intermédiaires où il y a les plus faibles concentrations de lait. Et donc, le fermeture d'une usine induit une irréversibilité de la transition. Et on a globalement une situation où demain, ce qui était le stockage de carbone dans les prairies va disparaître. Donc, une incidence qui est certes économique, à court terme, basée sur, je vais y revenir, un mensonge, et une irréversibilité du truc. Le mensonge, c'est de dire la consommation en lait, elle baisse. Et en fait, tout le monde met ça en avant, la consommation de lait liquide baisse, pas beaucoup, mais la part de lait liquide dans les équivalents lait, elle est quasiment de zéro. On est aujourd'hui à 49 kilos de lait liquide sur un total équivalent lait qui est supérieur à 300. Parce qu'il y a du fromage, 1 kilo de fromage c'est 7 litres de lait, de la poudre de lait, du beurre, et tout ce que vous mettez dans tous les plats consommés, tous les plats transformés. Donc, de fait, ça ne bouge pas, ou pratiquement pas. Vous êtes sur l'épaisseur du trait, et il y a, pour des raisons, le plus gros industriel laitier du monde qui fait le choix d'aller faire fortune ailleurs, en gros. Et donc, au regard de ça, on n'arrive pas à mettre en face de cette perte d'activité économique les pertes de valeur environnementale. En fait, on est exactement la même pièce que ce qu'on disait tout à l'heure. On n'arrive pas à mesurer les coûts cachés, les impacts cachés. On n'arrive pas à mesurer les impacts positifs environnementaux. Sur un cas comme ça, où vous avez une incidence forte, on a vu souvent l'État intervenir dans des affaires privées d'usines pour éviter des fermetures, pour sauvegarder de l'emploi et de l'activité économique. Pourquoi l'État ne se met pas en situation d'intervenir pour préserver une qualité environnementale et donc, en gros, au-delà des filières, même préserver la qualité à vivre demain et après-demain? Dans ce que vous soulignez, il y a, il me semble aussi, un sujet de valorisation de ces externalités. L'acteur économique, ce que je dis, c'est que l'acteur économique ne prend pas une décision irrationnelle. Il est mu, il est poussé par des leviers économiques qui sont sensés, qui sont rationnels. Et s'il le fait, c'est qu'économiquement, il s'y retrouve, lui. Pourquoi est-ce qu'il s'y retrouve? Il y a peut-être un sujet de comptabilité. Il y a peut-être un sujet de comment est-ce que économiquement, il valorise le fait que c'est plus intéressant pour lui de diminuer ces appros dans cette région. C'est parce qu'il réduit ses coûts, etc., etc. Et que les incidences que vous mettez en évidence et qui sont sur lesquelles je vous rejoins parfaitement, ne sont nulle part comptabilisées. La comptabilité ne prend en compte. Donc, on remonte un peu plus haut en se disant comment je vais aider ou contraindre l'acteur économique, privé ou public, à intégrer d'autres variables que la simple satisfaction de son bas de bilan, de son bas de compte de résultat, en intégrant d'autres aspects, la comptabilité 3 capital, d'autres comptabilités comptabilité voilà. environnementale. Et on voit alors, nous, à notre toute petite échelle, on voit des acteurs aujourd'hui, des investisseurs qui nous demandent, alors c'est plutôt dans une démarche d'acquisition que de désinvestissement, de valoriser les externalités positives et de voilà. Alors la finance à impact, c'est encore très très faible, la finance à impact, mais il y a quand même, nous on a quand même réussi à mobiliser des gens comme Unilever. Il y a BPI France aussi qui est avec nous, AXA aussi a mis de l'argent.
dans un fonds dédié à l'agriculture régénératrice pour investir dans des entreprises qui apportent des solutions. Pas uniquement en utilisant des leviers purement de rendement, hein, en allant chercher d'autres facteurs de valorisation. Mais je pense que on remonte d'un cran, quoi. La décision, elle a été prise parce que elle est censée, hélas. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. On est en train de me dire qu'on est trop bavards. Alors, Véronique, je te redonne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, maintenant que vous avez ingurgité toutes les réflexions du GIS Relance Agronomique, on vous a proposé un vote en ligne ce matin et on vous repropose le même cet après-midi pour voir si vous avez changé. Donc, la première question, je vous laisse la main. Si vous voulez commenter, comparer, c'est les résultats ce matin. Oui, d'accord, merci. Donc, la première question qu'on vous posait, c'était quels sont les 3 mots-clés? Oui. Et voilà. Alors, oui, est-ce qu'on a mis le QR code est ici. Pardonnez-moi. Il faut que vous alliez sur l'application ou sur le site web de WICLAB avec le code de l'événement LUQIPG. Vous avez ça sur vos petits papiers aussi. C'est bon. Donc là, la question était, après ces échanges, un nouveau mot-clé pour qualifier les conséquences du changement climatique. Donc déjà, on voit que par rapport à ce matin, votre état d'esprit a été un peu modifié, puisque ce matin, les mots-clés qui ressortaient sont incertitude, aléa et variabilité. Là, vous voyez qu'on a de l'espoir, du changement. Donc, le GIS Relance Agronomique ne vous a pas fait peur, mais vous avez incité à agir, qu'il y a des défis à relever. Des opportunités. Donc, on va attendre que tout le monde ait voté. Encore une petite minute, puis le vote sera terminé. Donc, on peut statuer sur le fait qu'effectivement, il y a des défis, on peut dire des défis à relever, qu'il y a certains changements et l'opportunité. Vous voyez qu'on est passé de vraiment des incertitudes on est passé après les informations qui vous ont été fournies, les échanges que vous avez eus avec les membres du GIS et avec les experts, eh bien que votre comportement a changé. Donc maintenant, on peut passer à la deuxième question qui est là aussi, après ces échanges, classés à nouveau par ordre d'importance décroissante, les facteurs qui pourraient influer le changement en agriculture. Donc, c'est par ordre d'importance décroissante. Donc, vous avez les politiques publiques et la réglementation,
la régulation des marchés, le droit et la réglementation, les recherches et l'innovation, comportements sociaux et mouvements citoyens, éducation et formation. Donc à gauche, vous avez la proposition qui est la plus importante. Enfin, qui à vos yeux est la plus importante. Ce matin, en première proposition, qui avait votre attrait le plus important, c'était en premier droit et réglementation, 2 politique publique et régulation des marchés, 3 recherche et innovation. Et cet après-midi, c'est politique publique et régulation des marchés et droit et réglementation, recherche et innovation, 2 éducation et formation et 4 ou 5, je ne sais plus où j'en suis, comportements sociaux et mouvements citoyens. Eh bien, on fera la même remarque qui avait été faite peut-être ce matin, c'est qu'effectivement, dans la première proposition, il y a peu de choses qui dépendent de notre action citoyenne et de comportements sociaux, et qu'on s'en remet peut-être un peu trop aux politiques publiques et à la régulation des marchés. Est-ce que quelqu'un veut faire des commentaires ? C'est que 4 sur 40. C'est bizarre. Mais si, ça diffère de ce matin. Mais là, parce qu'ils disent qu'il n'y a que 4 et 4 et il y a 49. Peut-être que les gens n'ont pas encore voté. Non, mais il y a 49 votants sur 54. Si. Après, on a voté autre chose. Oui, c'est les combinaisons. Ah, mais c'est que 4. C'est les combinaisons. Moi, je vous avais dit que je n'étais pas compétente là-dedans. C'est le top 3 qui ressort des combinaisons. En fait, on ne peut pas tout afficher parce qu'ils sont plus de 100. Et donc, en fait, ce qui ressort le plus, les c'est ces trois-là. Donc, il semblerait, ce que me dit Axel, c'est qu'effectivement, comme il y a 55 votants, il y a 5 propositions, vous faites des multiples de multiples et on a plusieurs X propositions. Et donc, effectivement, celles qui arrivent en premier sont celles-là, et avec 4 votants et 3 votants. Ça ne doit pas être tout à fait... Bon, on reverra le vote en ligne. Le vote en ligne. Je vous avais dit que je n'étais pas tout à fait au top pour ça. Mais bon... Malgré Axel. Bon, en tous les cas, merci beaucoup. Jean-Paul Borde, vice-président donc d'IGIS Relance Agronomique. On va te laisser la parole maintenant pour la difficile conclusion de cette journée. Ah non, mais pas la pression. Je ne te mets pas la pression. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Bon, alors... puisqu'il me revient la difficile tâche de faire une conclusion. Tiens, mets-toi là parce qu'on t'entend. Bon, d'accord. J'ai noté que l'heure avait aussi tourné pendant que le séminaire se déroulait. Tiens, tu peux le mettre là. Très bien. Je garde mes papiers. Et donc, je vais essayer d'être rapide, bien que voilà, ce soit malhonnête, parce que tout ce que l'on a entendu mériterait quand même un peu plus de commentaires. Mais l'heure a tourné et normalement, je devrais avoir fini ma conclusion. Alors donc, je vais aller très vite. Alors, pour ma conclusion, je voudrais revenir sur des éléments qui m'ont marqué, que je voudrais partager avec vous. C'est un peu une synthèse de ce que moi j'ai retenu. Bon, la question voilà, autour du changement climatique était très particulière. Vous avez vu, on n'a pas dit c'est quoi les conséquences du changement climatique, c'est pas le sujet, etc.
La question, c'est, voilà, est-ce que plus 4 degrés dans quelques temps, dans quelques décennies, est-ce que ça conduit à une dystopie, c'est-à-dire à une vision, un avenir hostile qui est non souhaitable, bien entendu. Et donc, on voit bien le danger. Et donc, du coup, ça permet d'asseoir la réflexion. Alors, évidemment, ça, c'est mon premier point. On voit tout de suite, avec l'intervention de Catherine et puis de Eric, que le sujet questionne, en fait, partout. Voilà. Ça questionne l'agronomie, les pratiques culturelles, les systèmes alimentaires, le consommateur, le distributeur, le producteur, la géopolitique, les territoires, le local, le global, la responsabilité collective individuelle, la recherche, on n'en a pas trop parlé, mais c'est revenu sur le tapis avec cette histoire d'innovation incrémentale et puis de rupture. L'enseignement, bien sûr, la réglementation, le droit, la production d'énergie, l'écologie, le court terme, le long terme, enfin, etc. Voilà. Donc on voit finalement, petit à petit, quand on rentre dans ce débat, que le changement climatique, en fait, induit des changements systémiques. Je crois que ça a été dit à un moment ou à un autre. Et je crois que Pascal Cros l'a bien illustré quand elle a dit, voilà, vous savez, que le changement climatique, au bout de la chaîne, moi, ça me conduit à observer des troubles musculo-squelettiques parce que voilà, on a travaillé dans des conditions différentes et donc du coup on voit que le point de départ du changement climatique a des ramifications dans tous les secteurs d'activité, mais aussi dans toutes les considérations de la société. Alors, on a vu que quand même l'accélération, on a vu cette accélération du changement climatique, le fait que les terres se réchauffent plus vite que la moyenne du globe. Il y a beaucoup d'incertitudes, non pas sur la connaissance, bien qu'il y en ait quand même, puisque ça reste des modèles et des probabilités, mais il y a quand même de fortes présomptions. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes, et c'est pour ça que vous avez relevé ce mot lorsqu'il y a eu le questionnement au départ, sur les conséquences. C'est-à-dire, tout ça, ça bouge, mais comment ça va m'impacter, de quelle manière, et donc du coup, qu'est-ce que je vais devoir faire, etc. Donc ce sentiment d'incertitude, il vient plutôt des conséquences et de ce qu'il faudra faire pour essayer de les atténuer ou de s'adapter ou de faire autre chose, que vraiment de la trajectoire qu'a emprunté cette dérive climatique. Alors, on a oublié peut-être un aspect que relevait Bernard, qui était devant moi, là. On ne l'a pas trop évoqué, si, quand même, peut-être un petit peu après, c'est est-ce que ce changement crée des opportunités ailleurs? Alors ailleurs peut-être, mais chez nous aussi. Et donc ça, c'est quand même un élément qu'il faudra peut-être garder en tête. On ne peut pas non plus que se lamenter sur ce qui va arriver, sur ce qui va être moins bien, etc. Il faut aussi peut-être se creuser la tête pour dire, est-ce que ça ne peut pas permettre aussi de réfléchir à des opportunités auxquelles on n'avait pas pensé, mais qui existent, et donc tout le jeu, parce que ça va être ça l'avenir, ça va être plutôt de saisir les opportunités que de réagir aux risques que l'on prend. Alors bien sûr, il faudra faire un peu des deux, mais celui qui va nous ouvrir des horizons, c'est le premier, c'est-à-dire quelles sont les opportunités qu'on va pouvoir tirer de ça. Alors, ça m'a conduit à une réflexion, c'est que j'ai eu le sentiment que ces changements systémiques pouvaient générer j'appelle ça, moi, des inversions de référentiels. Alors, bon, je ne sais pas si l'expression est bien choisie, mais je vais vous donner des exemples qui apparaissent au fil des échanges. L'agronomie que l'on connaît aujourd'hui, et Christian nous dit on a la meilleure agronomie du monde, il a raison, il suffit d'aller un petit peu partout dans notre pays et on voit quand même qu'on a un potentiel chez nous qui est assez incroyable. Il est souvent basé... le référentiel agronomique que l'on a chez nous, alors c'est pas vrai ailleurs, hein, mais chez nous, il est quand même souvent basé sur la lecture fréquentielle du climat passé. On ne sème pas à une date en particulier dans un terroir parce que c'est comme ça. C'est parce que fréquentiellement, on sait que c'est un optimum de prise de risque par rapport à des risques contradictoires. Et toute notre agronomie est construite là-dessus. Donc, cette lecture du climat passé, est-ce qu'elle sera suffisamment pertinente pour construire l'agronomie de demain? Ça, c'est pas sûr. Peut-être qu'il va falloir réfléchir autrement et tout remettre sur la table. Alors bon, ça ne fait pas rire tout le monde. Les agronomes, ils disent youpi parce que ça va nous générer du travail, mais c'est quand même une question sérieuse. Un autre exemple, on nous a dit que les aléas
allait prendre une place considérable. J'ai même plus retenu le chiffre. Eric, tu as dit, je crois que c'est 40 fois sur 50, hein, c'est ça, alors que c'était une fois sur 5. Voilà. Donc on voit que l'aspect aléatoire du climat prend le pas sur le caractère, prend le pas entre guillemets, hein, sur le caractère récurrent. Comment construire quelque chose dont la principale caractéristique est d'être aléatoire? Donc là, on voit que c'est une vraie question qui est posée à notre raisonnement agronomique, et peut-être qu'il va falloir changer de paradigme. Dernier exemple, je crois que c'est Christian qui l'a cité, c'est antipédagogique. Tu l'as pas dit comme ça, mais c'est antipédagogique parce que, et je suis d'accord avec ça, les actions que l'on conduit s'inscrivent dans un pas de temps qui nous échappe. Et donc, on ne peut pas voir à court terme le bénéfice des changements que l'on met en place tout de suite. C'est antipédagogique. Demander à quelqu'un de changer quelque chose dont on verra les effets dans plusieurs décennies, c'est très compliqué. Donc, il va falloir trouver autre chose. Donc, ça veut dire que les ressorts de la motivation, pour ne pas parler des freins, mon cher Christian, il faut toujours parler des ressorts. Mais ça reste de la mécanique, hein. C'est des freins ou des ressorts. Tu me diras, dans les freins, il y a des ressorts aussi. Bon. Donc, la question qui est posée là, j'ai donné quelques exemples, mais elle revient à dire, mais finalement, est-ce qu'il ne va pas falloir apprendre à raisonner autrement? C'est-à-dire, ça fait tellement de choses qui changent. Est-ce que l'amélioration de ce que l'on connaît suffira à nous projeter dans un scénario qui pourra s'adapter ou changer les choses, enfin, etc. Bon, ça, c'était mon deuxième point. Alors, mon troisième point, rassurez-vous, j'en ai que 5. C'est le comment agir. Le comment agir, alors il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Bon, il y a eu des discussions autour de l'innovation incrémentale ou de rupture. Alors, je croyais avoir compris, puis Louis-Georges, il a dit non, mais finalement, où est-ce qu'il est, Louis-Georges? Je ne le vois plus. Il est là. Louis-Georges, il a dit non, mais finalement, est-ce qu'il faut vraiment de la rupture? Peut-être qu'en améliorant ce qu'on fait, ça serait déjà pas mal, etc. Bon, alors du coup, marche arrière. Alors quand même, j'ai retenu, parce que j'y reviendrai plus tard, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, mais ça c'est ma vision personnelle. Il y a des choses qu'il faut améliorer incontestablement, il ne faut pas toujours réinventer l'eau chaude à chaque fois qu'il y a une question qui se présente, mais qui est-ce qui nous a dit on rentre dans quelque chose, ah ben c'est Caron, qui nous a dit on va dans quelque chose qui est inconnu. On ne connaît pas ce qui va se présenter dans quelques décennies. On ne l'a jamais connu, c'est inédit. On a des idées. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut construire des solutions de quelque chose qu'on ne connaît pas avec simplement en améliorant ce que l'on connaît? Voilà. Bon, excusez-moi, ça fait un peu une phrase à la Raymond DeVos, mais est-ce que là, la rupture n'a pas sa place? Alors, il y avait un exemple qu'a cité, moi qui me va très bien, c'est Catherine Matt qui l'a cité au début. Elle a dit, je suis allé voir un fabricant d'engrais. Alors, les engrais azotés, c'est fondamental, hein. Sans engrais azotés au niveau de la planète, on divise ou on réduit la production d'un facteur qui est quand même assez considérable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mode de fabrication de ces engrais azotés, il est extrêmement consommateur d'énergie, et d'énergie fossile. Oh, pardon. Donc là, s'il n'y a pas une rupture, et le procédé Haber-Bosch, il date de... 1909. Voilà, merci Christian, du début du XXe siècle. Donc on n'a pas changé le procédé de fabrication, on l'améliore, etc., mais du coup, il est très consommateur. Donc s'il n'y a pas une innovation de rupture sur ce sujet, on n'arrivera pas à peser énormément sur les émissions de gaz à effet de serre, notamment en production végétale. Bon, c'est un exemple. Alors, il y a la question sur la formation et l'enseignement. Voilà, et moi j'ai bien aimé la phrase de Jérôme Mousset, je ne sais pas s'il est toujours là, parce que je l'ai pour moi et j'ai été ravi de l'entendre dans sa bouche. Je pense que l'enseignement, la formation, l'enseignement, le conseil devra nous amener plus demain à apprendre à s'adapter qu'à apprendre des savoirs. Voilà. Il faut apprendre à s'adapter parce que on va être dans quelque chose qui ne va pas arriver brutalement, mais qui va arriver progressivement, mais inéluctablement. Et donc, il faudra toujours avoir une longueur d'avance. Il va falloir toujours anticiper. On ne pourra pas dire, ça y est,
je me suis adapté au changement climatique, c'est bon, je touche plus rien, pendant 20 ans ça va marcher. Ben non. Au bout de 5 ans, il faudra encore changer. Puis au bout de 5 ans, il faudra encore changer, etc. Donc on est dans une phase d'apprentissage permanente. Et donc, alors le deuxième enseignement que je retire, c'est puisque cet aléa, il est si important, peut-être qu'il va falloir surtout apprendre comment on gère cet aléa et les risques qui vont avec. Et ça, c'est compliqué, hein. Je ne sais pas si on sait le faire aujourd'hui. Voilà. Le troisième point, c'est la conscience collective par rapport à la conscience individuelle. Bon, ben là, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire, et ça me va bien d'ailleurs, que la clé de la solution, elle est plutôt collective. Bon, voilà, même si l'addition de conscience individuelle pèse. Mais alors, du coup, on est confronté quand même à quelque chose d'important, c'est-à-dire comment on fait bouger ça. C'est pas simple, c'est impersonnel. Bon, voilà, derrière le collectif, on cache nos pratiques, etc. Donc, c'est une clé, mais c'est la plus complexe, c'est la moins réactive. Et puis, il y a des pays qui font obstacle aussi, comme le disait Patrick Caron. Voilà, il y a des stratégies politiques, donc c'est pas simple. Quand on parle de conscience collective, je voudrais dire que, remarque personnelle, quand il y a des changements dans un monde en compétition, ce qu'on est quand même un petit peu aujourd'hui, hein, il ne faut pas l'oublier, la question devient souvent qui change le premier. C'est qui change le premier? Parce que celui qui change le premier dans un monde en compétition, il prend des risques, certains. Et il peut même se mettre dans une forme de distorsion de concurrence pendant une certaine période, c'est-à-dire pendant le temps que les autres ne sont pas au même niveau. Donc ça pose vraiment des problèmes. Alors qui est-ce qui change le premier? C'est le paysan, le collecteur, le transformateur, le distributeur, le consommateur? Bon, c'est compliqué, hein. On a vu que c'était difficile et puis on nous a dit c'est pas l'offre qui guide la demande. On a beaucoup d'exemples où c'est plutôt l'inverse. Alors je ne sais pas si c'est universel, hein, mais il y a quand même des exemples qui montrent effectivement que c'est quand même compliqué. Alors, ce qui nous manque, c'est ce que nous dit Nathalie de Noblet. C'est Nathalie? Nathalie. Elle nous dit, il y a un truc qui nous manque, et je trouve que c'est quand même très pertinent, c'est qu'il nous faut chiffrer le coût de l'inaction. Je pense que si on pouvait donner à chaque acteur le coût de son inaction à lui, je pense que ça l'éclairerait sur l'intérêt qu'il aurait à faire quelque chose. Mais malheureusement, c'est là aussi extrêmement compliqué. Alors, dernier point, c'est la conciliation de la double échelle. Alors, la double échelle, c'est le court terme et le long terme. Et là encore, Pascal nous l'a rappelé. N'oublions pas qu'il n'y a pas de long terme si déjà on n'existe pas demain. Et donc, le court terme, il faut quand même l'avoir en obligation. Je ne sais plus comment elle nous disait ça, mais même si on a des points de mire très, très lointain, il ne faut pas oublier qu'il faut que je sois là encore demain pour pouvoir continuer à avoir des idées sur le surlendemain et même le très long terme. Il y a aussi la double échelle sur le local et le global. Voilà, donc Christian Huyghe et puis Patrick Caron l'ont abordé à tour de rôle. Bon, finalement, on se dit, mais il n'y a pas d'opposition entre tout ça. C'est la complexité, c'est comment on concilie ces échelles qui sont différentes et à quelle maille et à propos de quoi. Est-ce que c'est le territoire, est-ce que c'est le temporel, etc. On aura besoin de tout ça. Ce qui est compliqué, c'est de trouver la clé d'équilibre entre ces deux échelles. C'est ça qui est compliqué. Et en plus, cette clé, elle est probablement différente d'un individu à l'autre, d'une exploitation à l'autre, d'un distributeur à l'autre, etc. Alors moi, j'avais une suggestion, j'ai le droit, de toute façon, une suggestion n'engage que celui qui l'a dit. Alors, je dis, tiens, le GIS Relance Agronomique, hein, le groupement d'intérêt scientifique Relance Agronomique, pourrait peut-être travailler sur comment est-ce qu'on peut combiner plusieurs échelles de temps et de territoire pour penser l'agriculture de demain. Je ne sais pas, ça pourrait être une continuation. Comme je n'aurai pas beaucoup le temps de discuter avec vous par la suite, je me permets de vous le proposer tout de suite. Bon, mon cinquième point, c'est la conclusion que je vais mettre quand même sur une tonalité un peu plus positive, parce qu'on a brassé quand même beaucoup de choses complexes et plutôt inquiétantes. Mais je pense qu'il faut en toute chose rester positif. D'ailleurs, ça ne servirait à rien de ne pas l'être, parce que le résultat sera le même, mais on le vivrait plus difficilement. Donc autant le vivre positivement.
Donc, deux choses importantes, le besoin de résilience et la veille sur les opportunités. Bon, tout notre débat, là, a conclu au fait qu'il faut qu'on réfléchisse à des ressorts de résilience. Il y a plein d'exemples, etc. Est-ce qu'il faut qu'on change la matrice? Est-ce qu'il faut qu'on raisonne autrement, etc. Tout ça, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de veiller sur les opportunités. Parce que si on ne veille pas sur les opportunités, on ne fera que courir après le temps. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on garde une partie de notre énergie, de notre intelligence, de notre capacité d'investissement pour construire des opportunités, que ce soit des nouveaux débouchés, des énergies renouvelables, et puis peut-être autre chose, etc. Et il y a certainement plein d'opportunités. Alors, ça fait un peu décalé de dire ça, alors qu'on voit bien le lot de difficultés que va nous amener le changement climatique. Mais si on n'a pas ça en ligne de mire, on n'aura rien de positif au bout. Et puis, dernier point, vous avez vu que le GIS nous a permis de partager des réflexions pour que ce changement climatique ne s'inscrive pas dans un scénario de dystopie, puisqu'on a fait tout ça pour justement éviter qu'on ait un scénario juste de dystopie devant nous, mais qu'on ait autre chose à la fin du siècle. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à des transitions désirables, c'est ce que disait Jérôme. Hein, des transitions désirables, moi je dirais joyeuses, des transitions joyeuses, qui auraient plus de chances de mobiliser le collectif que des visions dystopiques. Mais voilà, comme on est entre nous, on se permet d'utiliser le terme. Voilà, merci beaucoup. Et puis, ce remarquable ouvrage que vous pourrez consulter le soir avant de vous endormir, je suis sûr que vous irez jusqu'à la dernière page avant d'éteindre la lumière. Et si je puis me permettre, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Paul. Vous pouvez retrouver ce magnifique ouvrage qui est téléchargeable sur le site du GIS Relance Agronomique. Merci à vous. Christian, tu veux faire une conclusion aussi? Bon. Bon, à très bientôt sur le site. Au revoir.